Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition du webinaire Entrepreneurs parlons d'argent sans tabou. Je suis Assia Ziad, je suis la directrice générale du réseau qui organise cet événement depuis 6 ans déjà. Je vais d'abord commencer par vous poser une question assez simple. Je veux savoir pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a amené à vous connecter avec nous ce matin? Qu'est-ce que vous recherchez? Pour nous aider et pour nous orienter, pour qu'on soit plus efficace et qu'on réponde pleinement à vos besoins. J'espère que vous avez de quoi noter. On est avec vous pendant 2 heures intenses. Je suis entourée d'une équipe de partenaires et d'expertes en mindset et en argent qui vont être généreux et présents, qui vont vous partager leurs observations et leurs meilleurs conseils. Le but, pour moi, il est assez simple aujourd'hui. Je veux que vous repartiez en vous disant j'ai toutes les infos qu'il me faut pour savoir ce qui peut m'aider à créer une entreprise qui me fasse gagner en indépendance financière. C'est vraiment mon but aujourd'hui, que vous compreniez les mécanismes et qu'est-ce qui peut vous aider en ça. Et donc, vous l'avez compris, tout est dans le titre. On va être dans le mindset et l'argent pour 2 heures ensemble. Alors, pour m'accompagner, je vous ai dit que j'avais une équipe de choc. Je vais souhaiter la bienvenue à Hélène de la Banque de France. Bonjour Hélène. Bonjour à toutes. Comment vas-tu Hélène? Très bien, très heureuse d'être parmi vous pour vous expliquer un peu ce qu'on met en place à la Banque de France et vous donner des tips. Merci Hélène. J'ai également David. David, merci pour ta fidélité. David de la Fédération bancaire française. Bonjour à toutes. Et moi aussi, très heureux d'accompagner cette nouvelle édition du webinaire parce que c'est important de parler d'argent sans tabou et de vous aider à préparer au mieux vos projets. Merci David. Bienvenue à BPI, c'est ta 2e édition avec nous. Bonjour Valentin. Bonjour à tous, merci de l'invitation. Écoutez, ravi de participer pour la 2e fois à cet exercice. Nous avons également Alexis qui représente Initiative France. Bonjour Alexis. Bonjour Assia, bonjour à toutes et à tous. Ravi également de participer. C'est ma première participation, donc j'ai hâte de voir comment ça se déroule. Et je suis sûr que moi-même, je vais apprendre beaucoup de choses. Voilà. Nous avons enfin Pascal qui représente l'ADI. Bonjour Pascal. Bonjour à tous et à toutes. Eh bien, moi aussi, c'est ma première participation et je suis vraiment ravie de pouvoir aider des femmes qui se posent certainement beaucoup de questions et de leur donner des réponses. Merci. J'ai enfin avec moi 2 expertes chefs d'entreprise dont les sujets de prédilection sont le mindset et la finance. J'ai nommé Camille, fondatrice de Boostez-vous. Bonjour Camille. Bonjour, merci Assia. C'est la première fois que je participe au webinaire, donc merci de m'accueillir aujourd'hui. Et nous avons enfin, et non des moindres, Bertha Malafa. Bertha qui est fondatrice de DAF Expertise et qui est également présidente actionnaire. Bonjour tout le monde. Je pense que je vais me présenter après, donc. Oui, on dira. Bon, et bien maintenant que vous en savez plus sur nous, je vous invite à nous en dire plus sur vous. J'aimerais savoir quel est votre statut. Est-ce que vous êtes porteuse de projet? Est-ce que vous avez créé récemment ou est-ce que vous êtes installée depuis un petit peu plus de temps? Vous avez le chat pour pouvoir répondre à cette question. Alors, comme vous l'aurez compris, je l'ai déjà dit, on va parler argent ce matin, on va parler mindset et on va parler ambition. Mais pourquoi ce thème? Bien, pour vous répondre, j'ai le plaisir de donner la parole à quelqu'un qui m'est cher et qui vient de prendre un rôle clé au sein d'Actionnel. J'ai nommé Bertha Malafa. Donc, je le rappelle, tu es fondatrice de DAF Expertise et tu as été élue présidente d'Actionnel pas plus tard que mardi. Est-ce que tu veux nous partager ton parcours et en quoi ce thème te tient à cœur? Donc bonjour à toutes, donc Bertha Malafa. Alors j'aime bien me définir comme un pur produit de la banque puisque j'y ai passé quand même 15 années de ma vie. Et en fait, sans casser bien sûr l'environnement bancaire, je ne me retrouvais plus en fait dans ce qui se passait dans la banque après des multiples fusions. Et moi, ce que j'adore, c'est accompagner les clients et j'adore la finance. Moi, je suis une accro des chiffres, une accro de la finance.
Et donc, j'ai créé mon entreprise DAF Expertise et Conseil il y a un peu plus de 2 ans. Donc là, comme mission que j'ai, c'est que je suis directrice financière. Donc, je suis DAF dans le jargon pour les TPE-PME. Donc, je les aide sur 3 thématiques, hein, la trésorerie. Donc, savoir, en fait, tout simplement, vous avez un matelas de trésorerie sur le compte, combien de temps vous allez tenir si plus aucun client ne paye. Ça, c'est important de le savoir. Le deuxième sujet, c'est la rentabilité de l'entreprise. Parce que c'est bien de générer du chiffre, mais c'est quand même bien de pouvoir se rémunérer et payer ses charges. Et le troisième volet, j'accompagne sur les financements. Donc, c'est un sujet forcément qui m'est un peu cher, hein, clairement, les financements. Donc, voilà. Quand s'est présentée l'occasion de prendre la présidence d'Actionnel, je vous avoue, j'ai foncé. D'une part parce que Actionnel, moi, ce qui a fait écho, moi, quand je suis venue vers l'association, on en reparlera un peu plus tard, c'était le message de dire que c'était pour vivre durablement de notre business. Je ne sais pas pour vous, je ne connais pas votre parcours, mais moi, quand je me suis lancée au départ, je ne voyais pas trop où allait m'emmener l'entrepreneuriat. Donc, je voyais ça plutôt comme une porte de sortie du salariat, mais je ne voyais pas plus loin mes perspectives d'entrepreneuriat. Et en fait, ce qui m'a plu dans le discours d'Actionnel, c'était de me dire, on m'a dit, non, mais là, on ne va pas te rendre que chef d'entreprise, on va te permettre de vivre de ton business. Et c'est là que j'ai senti le côté pionnier de l'association sur l'éducation financière. Et vu que je œuvre plus largement sur ces sujets-là, ça m'a paru assez naturel de présenter ma candidature et je suis ravie qu'elle a été acceptée. Donc, si je devais un peu… tu me dis, Assia, je te laisse. Tu veux nous parler de la vision que tu as pour Actionnel et les projets pour les années à venir? Alors, pour moi, ce qui me tient très à cœur, c'est que une chef d'entreprise, j'aime bien dire chef d'entreprise, même si on dit porteuse de projet, chef d'entreprise, il n'en demeure pas moins que vous êtes des chefs d'entreprise, que vous soyez toute seule ou avec d'autres personnes. Et pour moi, que vous soyez en stade de création, en croissance ou en transformation de l'entreprise, c'est que vous ayez toujours des relais dans l'association pour vous aider. Et donc, à ce niveau-là, moi, le cap que je vois sur les 3 prochaines années, c'est d'allier à la fois l'éducation financière. Pour moi, c'est un sujet primordial et capital pour penser plutôt chef d'entreprise dans la durée et non pendant la durée des aides de France Travail, parce qu'il faut aller quand même bien au-delà de ça. Le deuxième sujet, c'est quand même le bien-être au sens large, c'est pouvoir concilier le bien-être financier, mais le bien-être mental, physique, et ça, pour moi, c'est important. Et le troisième point, c'est d'être vraiment toujours chez Actionnel des actions concrètes. On n'est pas là que pour vous parler de concepts, c'est vraiment vous donner des clés, des conseils concrets, parce que moi, c'est ce qui m'a aidé clairement à faire que mon entreprise, j'ai avancé beaucoup plus vite que ce que je pensais, donc ça dépasse un peu, mais c'est vous donner les conseils que je me suis pratiquée à moi-même et que je donne dans le cadre des parcours que j'anime également. Merci Bertha. Si vous avez des questions, vous avez le chat et donc on y répondra au fur et à mesure. Vous verrez, le programme est déroulé en 3 parties. Donc, n'hésitez pas. On vous répondra soit en live, soit par écrit. Bon, eh bien, sans plus attendre, on va démarrer par un état des lieux. Et pour cela, je donne la parole à Hélène Boulanger. Hélène, tu es responsable au service des entreprises au sein de la Banque de France. Aujourd'hui, en France, que nous disent vos données sur la situation financière des entreprises de moins de 3 ans? Est-ce que vous avez des informations notamment sur, plus spécifiquement, les entreprises qui sont dirigées par les femmes? Et alors, tout à fait. On a régulièrement donc l'un des services que l'on rend à l'économie est de publier un certain nombre de statistiques. Donc, moi, je suis également responsable de la filière start-up au sein de la Banque de France. Donc, on a aussi des publications en ça et puis également pour l'éducation financière. Donc, sur la base, en fait, des bilans que nous récoltons, on peut sortir un certain nombre de chiffres. Alors, je vais commencer par une très bonne nouvelle. C'est que la féminisation a augmenté au cours des 20 dernières années. Donc, au niveau des ETI et au niveau des grandes entreprises, les femmes, au début du XXe siècle, c'était 5% des postes de dirigeants. Aujourd'hui, on est en 2024 à 25%. Elles sont dirigeantes d'entreprise et chefs d'entreprise.
Parmi ces 25%, il y en a 20% qui sont dans les comités de direction. Donc là aussi, la parité n'est pas atteinte, mais en tout cas, la féminisation augmente bien. Et chez les startups, malheureusement, on a un chiffre beaucoup plus bas puisqu'il est de 9%. Donc, il n'y a que 9% des startups qui sont dirigées par des femmes. Toutefois, la part des femmes progresse, mais il existe encore beaucoup de grandes disparités. Des grandes disparités au niveau des structures et au niveau des secteurs économiques et géographiques. Pour ce que l'on voit aujourd'hui, 26% des chefs d'entreprise, là où on a le plus fort taux de chefs d'entreprise et de dirigeantes, c'est plutôt dans les micro-entreprises, où là, on est à 26%. Par contre, dans les ETI, ce qu'on appelle donc les PME, les petites et moyennes entreprises, on est à 17%. Et là où le bas blesse, je dirais, c'est plutôt dans les entreprises cotées, où là, la présence des femmes dirigeantes ou dans les comités de direction n'est de l'ordre que de 6%. Donc, en fait, on voit qu'il y a vraiment des disparités au niveau des structures. Donc, les femmes sont plutôt dans des petites structures. Alors, ce n'est pas un phénomène qui est propre à la France, loin de là. D'après l'OCDE, la France est quand même en tête des pays où la féminisation des conseils d'administration et de surveillance est l'un des plus avancés, notamment grâce à des avancées législatives. On peut parler de 2 lois. Il y a eu la loi Copé-Zimmermann en 2011 qui impose un quota de femmes dans les conseils d'administration. Et ensuite, il y a eu la loi Rixain qui impose un quota de femmes dans les COMEX. Mais on voit quand même dans la réalité que les femmes sont plutôt dans des petites structures et fortement moins représentées dans les grandes entreprises. Alors, ces disparités de taille existent aussi dans les secteurs, puisqu'elles sont beaucoup moins représentées. Elles ne sont que 4% par exemple dans le BTP, 10% dans les transports. On remarque aussi que, évidemment, dans ces secteurs-là, il y a moins de femmes en général dans les emplois. Et donc, il paraît logique, quelque part, en mathématiquement parlant, d'avoir aussi moins de femmes dirigeantes. Dans certains autres secteurs, il y a beaucoup plus de femmes. Donc, je ne vais pas faire un scoop, c'est dans ce qui est enseignement, santé, social, où là, on a des écarts de genre qui sont beaucoup moins prononcés, bien qu'on observe qu'il y a beaucoup de femmes dans ces secteurs, mais finalement, il y a peut-être un plafond de verre, puisque quand on passe au niveau chef d'entreprise ou dirigeante, il n'y a pas un surcroît, il n'y a pas une surreprésentation non plus des femmes dirigeantes. Donc, ce n'est pas forcément vraiment lié à ce niveau-là, au niveau des emplois. Et puis, il y a des secteurs, des sous-secteurs, puisque nous, on regarde les bilans par secteur d'entreprise. Il y a des secteurs où les femmes sont très peu représentées, comme l'électronique, l'électricité, la plomberie, les machines et la construction. Donc, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que moins les femmes sont déjà représentées en matière d'emploi, moins elles sont représentées en tant que dirigeantes, ce qui peut paraître logique. Mais les emplois les plus féminisés ne sont pas forcément non plus les plus porteurs en matière de passage à direction, finalement. Alors, outre ces écarts de secteur, il y a aussi de forts écarts géographiques. En fait, il y a une surreprésentation des femmes dirigeantes. Alors, surreprésentation, c'est relatif, puisque je vous ai dit tout à l'heure, c'est plutôt de l'ordre de 25%. Mais en Île-de-France, on en trouve beaucoup plus des femmes dirigeantes. On en trouve également beaucoup plus en Corse, en Aquitaine et en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Par contre, elles sont beaucoup moins représentées en Grand Est, en Auras et en Bretagne. Donc ça, c'est ce que nous tirons finalement de tous les bilans que nous recevons et de l'étude de ces bilans. Donc c'est tout à fait objectif. Maintenant, si on parle de quelques freins, je dirais peut-être plus objectifs, mais aussi quelques critères d'explication, on pense que évidemment les femmes, et là c'est pas quelque chose de nouveau, les femmes ont à franchir beaucoup plus de barrières. Donc la principale barrière quand on entame la fonction de dirigeant, c'est notamment les contraintes familiales, puisqu'il y a de nombreuses études qui montrent que les contraintes familiales, évidemment, pèsent beaucoup plus
sur les femmes et donne beaucoup plus de difficultés dans la vie professionnelle. Alors, par exemple, on peut citer le prix Nobel d'éco de Claudia Goldin en 2023, qui reflète les inégalités dans le ménage au niveau de la répartition des tâches. Donc, évidemment, les femmes s'occupent plus des enfants et des personnes fragiles dans la famille. Et ça, c'est directement lié à la disponibilité. On sait que pour être un dirigeant d'entreprise, eh bien, il faut être souvent très, très disponible. Donc, ça affecte directement, finalement, le choix des femmes de se tourner vers des postes de dirigeantes. Alors, ces femmes, ce qu'on observe aussi, c'est qu'elles s'orientent vers ce qu'on appelle le flex job. Donc, c'est plutôt des emplois à temps partiel ou avec des disponibilités différentes, donc du travail peut-être en fin de journée ou qui leur permettent en fait de bien concilier l'aspect personnel. Et on sait bien sûr que les tâches de ménage sont largement faites par les femmes, puisque les études de l'INSEE montrent que 70% des femmes travaillent 7 heures par semaine aux tâches ménagères, contre 31% des hommes. Donc, le partage des tâches, c'est quelque chose qui est vraiment regardé. On a par exemple des études de BPI, voilà. Même pour les femmes chefs d'entreprise, le constat est le même, c'est-à-dire que pour les femmes chefs d'entreprise, 37% des conjoints interrogés, selon une étude BPI, ne s'occupent pas des tâches de la gestion domestique. Donc, il y a vraiment cette barrière de gestion domestique. Une autre barrière que l'on semble identifier, c'est l'accès au financement. En fait, on remarque que, et ça, ce n'est pas quelque chose finalement d'écrit ou vraiment d'objectivé, c'est plus au travers des témoignages des dirigeantes que l'on peut avoir, puisqu'on interroge beaucoup de dirigeantes au travers de nos différentes activités. Et elles nous disent, souvent, elles nous rapportent qu'elles ont des difficultés à accéder au financement. Peut-être elles sont peut-être moins écoutées, ou en tout cas, il y a quelque chose par rapport à l'accès au financement. Ensuite, il y a aussi une difficulté qui a été soulevée par un rapport qui s'appelle le rapport Bento en 2024. C'est un rapport très récent. C'est la difficulté à embaucher. Il y aurait peut-être un frein lié aux stéréotypes ou aux biais cognitifs sur le fait que les personnes ont plus de mal à aller travailler dans une entreprise dirigée par une femme. Et puis enfin, il y a une barrière institutionnelle qui est liée à la politique fiscale et la politique familiale, qui bien sûr, ces politiques peuvent affecter le choix des femmes de s'orienter vers des postes à haute responsabilité ou de dirigeantes, ou de se lancer dans l'entrepreneuriat, puisque la politique fiscale n'est pas tellement en faveur finalement des femmes célibataires, par exemple, et les politiques familiales aussi peuvent affecter ce choix. Alors, par contre, et c'est vraiment le message que je voudrais vous passer aujourd'hui, dans tout ce qu'on peut voir au niveau de nos études, c'est qu'il y a quand même un certain nombre d'avantages qui sont objectivés à avoir une femme dirigeante ou à se lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, il y a plusieurs études. Il y a des études de 2003, de 2002, BPI, Bertrand et Choart, par exemple, qui montrent que les femmes ont une gestion très prudente de l'entreprise et que, c'est ce que disait justement Assia tout au début, elles ont cœur de pérenniser leur entreprise avant tout. Donc, on parle souvent d'aversion au risque. Et là-dessus, il n'y a pas vraiment d'objet, enfin, c'est pas tellement objectivé. Il n'y a pas de raison que les femmes aient plus d'aversion au risque que les hommes. Mais par contre, elles ont une gestion vraiment beaucoup plus prudente. Elles se focalisent davantage sur les capitaux propres. Alors nous, on regarde les capitaux propres en mesurant le capital social par rapport au passif total. Et elles ont des matelas de trésorerie suffisants. Donc ça, on le mesure trésorerie sur actif total. Elles ont un matelas de trésorerie qui sont en moyenne de 1,5 point pourcentage supplémentaire par secteur quand c'est une femme qui dirige l'entreprise. C'est-à-dire qu'elles font vraiment très, très, très attention à leur trésorerie, ce qui est vraiment quelque chose de très rassurant pour un investisseur et très rassurant pour un banquier ou un partenaire, que ce soit un fournisseur ou un partenaire bancaire. C'est quelque chose à valoriser qui est vraiment très, très positif.
Donc, ce qui est au cœur de la gestion, au cœur vraiment des préoccupations des femmes dirigeantes, c'est vraiment la pérennité de l'entreprise, structurer son entreprise et vraiment bien faire attention à la gestion de la trésorerie. En plus, et ce n'est pas négligeable, elles sont souvent beaucoup plus concernées par les sujets environnementaux et par les choix de gestion respectueux par la RSE en général. Donc, elles font beaucoup plus attention aux personnes qu'elles embauchent, au bien-être des personnes qu'elles ont qu'elles emploient, et donc et aussi à tous leurs choix par rapport à la politique de la vie de l'entreprise. Alors nous, la Banque de France, qu'est-ce que l'on met en place pour essayer de faire un levier? Eh bien, on a mis en place avec Actionnel, et on en est très, très heureux et très fiers, donc le jeu Aventure Entrepreneur. Donc, c'est un jeu qui a été développé par la Banque de France dès 2020, qui consiste à apprendre en s'amusant comment piloter une entreprise. Donc, on est dans la peau d'un chef d'entreprise, d'une chef d'entreprise, et on va prendre des décisions. Donc, c'est quelque chose de très ludique. On crée son entreprise, on prend des décisions, il arrive des choses, et on doit réagir par rapport à ce qui nous arrive de l'extérieur. Donc, on a aussi un certain nombre d'ateliers que l'on mène justement avec Actionnel et différents autres partenaires sur la gestion de trésorerie et la solvabilité. En fait, on va essayer, ces ateliers sont gratuits, et on va essayer de donner un maximum d'informations aux chefs d'entreprise ou aux porteurs de projets, porteuses de projets, pour les aider à vraiment bien piloter leur entreprise et peut-être leur faire partager l'expérience que l'on a de ce qui ne va pas parfois. Donc, on a plein de messages clés, hein, faire attention à la couverture du fonds de roulement, faire attention à la gestion des découverts, la gestion des décalages de trésorerie, bien faire un plan de trésorerie, bien relancer les clients, faire attention aux délais fournisseurs, et puis renforcer dès que possible les capitaux propres, faire attention, comme on l'a dit, à la rentabilité, le récurrent, et puis les solutions qui existent pour gérer les décalages de trésorerie, par exemple. Donc, pour ça, on a plusieurs outils: le jeu, les ateliers que l'on met à disposition des partenaires, mais aussi un portail gratuit qui s'appelle Mes questions d'argent, sur lequel vous pouvez retrouver vraiment beaucoup d'informations premier niveau et beaucoup de nos partenaires. Et puis, on a des petites vidéos, 10 minutes cash, ou des petites vidéos YouTube pour vous aider à répondre à certaines interrogations, voilà, qui pourraient vous permettre d'avancer encore plus vite. Merci Voilà. beaucoup, Hélène. Merci beaucoup à vous. Est-ce que vous vous êtes reconnue dans les statistiques nationales? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez envie de réagir? Est-ce que vous avez des questions à poser à Hélène? Clairement dans les stats. Bon, c'est vrai Merci, que Hélène. les femmes, c'est quand même 49% de la population active. Donc, c'est quelque part un long chemin, vraiment un très, très long chemin pour arriver à une parfaite parité. J'ai beaucoup aimé dans ce que tu nous as partagé, c'est à la fois ce qui peut être identifié comme des freins, et c'est pas forcément des freins internes, on l'a entendu, et à la fois les vrais atouts, savoir qu'une femme qui crée a aujourd'hui une entreprise qui peut être plus pérenne que celle créée par un homme, c'est quand même un vrai atout. Le tout, c'est de bien comprendre, quelles sont nos forces et sur qui est-ce qu'on peut s'appuyer pour y arriver. Ça me fait une transition des beaux avantages. complètement. Ça me fait une transition parfaite avec la deuxième partie. On va parler de mindset et de leviers. Quels sont les leviers concrets qui peuvent vous aider quand vous rencontrez des blocages notamment. Je vous renvoie sur le sondage. J'ai envie de savoir comment vous vous percevez aujourd'hui en tant que, là, dans votre situation actuelle. Comment est-ce que vous vous voyez? Est-ce que vous vous voyez comme une auto-entrepreneur, une chef d'entreprise en devenir, un futur modèle à succès? Comment est-ce que vous vous voyez? Vous avez la rubrique sondage pour y répondre. Et je vais donner la parole à Camille Godin. Camille, tu as fondé Boostez-vous. Est-ce que tu peux nous présenter ton activité? Bonjour à toutes. Alors moi, je
je suis coach mindset et je travaille principalement avec des entrepreneuses sur leur stratégie business, évidemment, mais avant tout et surtout sur leur relation à l'argent. Parce qu'en fait, notre relation à l'argent, c'est notre relation à la valeur, c'est notre relation au pouvoir, à la responsabilité, à ce qu'on est prête ou pas à assumer. Et c'est aussi un travail identitaire, c'est-à-dire qui je suis moi en tant qu'entrepreneuse. Donc Hélène nous a parlé de tous les leviers extérieurs, tout ce qui se passe à l'extérieur. Et moi, le travail que je fais, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Comment ça se passe pour nous à l'intérieur quand on est une femme entrepreneuse? Qu'est-ce qui se joue? Qu'est-ce qui se réveille? Toutes les choses qu'on a mises sous le tapis et qu'on va être obligé d'aller regarder pour pouvoir être au clair dans notre posture d'entrepreneuse. Là, justement, on vient d'entendre pas mal de chiffres et de données très intéressantes partagées par Hélène. Toi, dans ta pratique, qu'est-ce que tu entends quand une entrepreneur te dit « je ne suis pas à l'aise avec l'argent ». Est-ce que pour toi, c'est un problème qui relève uniquement de la compétence financière ou est-ce qu'il y a autre chose derrière? Il y a toujours autre chose derrière. L'argent, c'est jamais juste une question de chiffres. En tout cas, pour nous les femmes, peut-être encore plus que pour les hommes, c'est toujours une question d'émotion. Quelles sont les émotions qu'on a par rapport aux chiffres? Qu'est-ce qui se passe pour nous quand on parle d'argent? Quels sont les montants qui nous dérangent, qui nous mettent mal à l'aise? Si je vous dis, OK, ton entreprise, l'année prochaine, il faut que tu l'amènes faire 1 million de chiffre d'affaires, qu'est-ce qui se passe? Comment vous vous sentez? Est-ce que ça tire un peu ou est-ce que, ça y est, c'est bon, on y va? Donc l'idée, la première étape, c'est toujours de prendre conscience de quelle est notre zone de confort financière. C'est-à-dire quels sont les montants avec lesquels on est à l'aise, on se sent bien, que ce soit les montants qu'on va manipuler au quotidien dans notre entreprise, que ce soit nos tarifs. J'ai travaillé avec une cliente, par exemple, elle n'arrivait pas à dire son tarif à voix haute. Avec moi, sa coach. Donc je disais, mais il faut que tu arrives à dire ton tarif à voix haute parce que quand tu es face à un client, quand tu es face à un banquier, un investisseur, si tu n'arrives pas à dire le montant, à sortir les montants de ta bouche, on va avoir un problème. Donc, il faut arriver à parler d'argent. Et ce travail-là, ce que vous pouvez faire, c'est vous dire, OK, quels sont les montants que je suis à l'aise de verbaliser à l'oral? Et comment je me perçois moi en tant qu'entrepreneuse? Asia vous a partagé le sondage. Dire cette phrase « je suis chef d'entreprise », déjà, qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce qui se passe pour vous émotionnellement, rien que de dire cette phrase à voix haute « je suis chef d'entreprise ». S'il y a un petit rétrécissement à l'intérieur, ou s'il y a une expansion, qu'est-ce qui se passe? Et ensuite, allez définir l'entreprise que vous avez envie d'avoir et la définir de façon concrète, financièrement. Cette taille d'entreprise que vous avez envie de créer, ça ressemble à quoi? Donc, ça va être de dire, je suis une chef d'entreprise qui génère tant de chiffre d'affaires. Est-ce que ça va être 10 000 euros, 100 000 euros, 1 million d'euros? À quel moment vous vous sentez à l'aise et à quel moment vous sentez que ça se rétrécit à l'intérieur? C'est ça qu'on va aller travailler parce qu'une entreprise, elle ne performe jamais au-delà de l'identité de sa créatrice, de sa fondatrice. Si je me perçois comme une mompreneur, une babypreneur, une micropreneur, quel que soit le terme diminutif un petit peu confortable qu'on va utiliser, on ne va pas réussir à performer au-delà de l'identité qu'on a de nous-mêmes. Donc, si je veux être une entrepreneuse qui génère 100 000, 200 000, 500 000, 1 million d'euros de chiffre d'affaires, c'est cette identité-là que je dois aller construire. Et je dois être capable de le dire. Je suis une chef d'entreprise qui génère 500 000 euros de chiffre d'affaires. Moi, c'est l'identité avec laquelle j'avance dans mon entreprise, même si je ne fais pas encore les 500 000 euros de chiffre d'affaires. L'importance de se projeter, en fait. C'est très important ce que tu partages ici. On est capable finalement de s'auto-limiter, s'auto-saboter. Concrètement, en quoi est-ce que le fait de ne pas se voir encore chef d'entreprise ou de se limiter au statut d'auto-entrepreneuse a un impact direct sur les décisions financières qu'on prend ou qu'on n'ose pas prendre? Ça va avoir un impact direct sur ce qu'on s'autorise ou pas à faire. Sur les décisions qu'on va oser prendre, la posture qu'on va avoir, Hélène en parlait, mais la posture qu'on va avoir au sein de notre foyer, au sein de notre famille. C'est vraiment ça la clé, en fait. C'est de retravailler notre posture
et de se dire, si je suis cette entrepreneuse, par exemple, qui génère 500 000 € de chiffre d'affaires, je vous prends mon exemple, comment je me positionne dans ma prise de décision? Comment je me positionne quand il y a un problème de garde d'enfant, par exemple? On en parlait tout à l'heure. Comment je me positionne quand je vais voir mon banquier? Parce que si le banquier en face, il sent qu'il y a une posture un peu fragile, on ne va pas le mettre en confiance, en fait. Et donc, c'est normal que peut-être il va hésiter à nous donner notre crédit. Que si on arrive avec une posture claire, des chiffres clairs, et qu'on le fait rêver aussi, on est là pour ça, de dire, OK, voilà moi où je vais emmener mon entreprise, voilà ma vision, voilà ce que j'ai envie de faire, le capital confiance, ce n'est pas le même, en fait. On parle beaucoup de souveraineté financière. Toi, tu la définis comment et surtout, c'est quoi pour toi la première posture, le premier changement intérieur que tu observes chez les femmes qui arrivent à franchir ce cap, justement? Alors, le premier changement, donc, je vous ai dit, c'est l'identité. C'est je suis une entrepreneuse. Je suis une entrepreneuse qui génère tant de chiffre d'affaires. Et le deuxième changement, ça va être d'accepter de construire nos entreprises en partant de nos forces à nous, les forces de notre personnalité à nous, et de ne pas chercher à aller copier-coller les stratégies des autres. Et souvent, ce qu'on a tendance à faire quand on est une femme, c'est qu'on copie-colle les stratégies des hommes. Sauf que les hommes, ils n'ont pas le même rapport à l'argent, le même rapport au pouvoir, ils n'ont pas le même conditionnement. Et on rentre dans une forme de lutte contre nos dons et nos forces naturelles pour essayer d'aller imiter les dons et les forces naturelles des autres. Et là, ça crée de la dissonance et ça crée des entreprises qui ne sont pas tenables dans la durée, qui vont peut-être, oui, avoir un certain niveau de croissance, mais le prix à payer, ce sera la santé de la fondatrice. Donc, l'idée, c'est de réinternaliser que nos forces féminines, elles ont de la valeur, elles sont monétisables et c'est sur ces forces-là qu'on va bâtir nos entreprises. La force d'être capable de connecter, de créer un réseau, la force d'être capable de connecter avec nos clients, de prendre soin, le care, toutes ces qualités-là qu'on a tendance à attribuer aux femmes, mais qu'il y a plein d'hommes qui sont capables de les faire vivre aussi. Ces qualités-là, ce sont des forces pour nos entreprises. Donc, ce n'est pas des choses à masquer, à gommer ou à essayer d'ignorer, à mettre sous le tapis pour essayer de performer comme les hommes. Mais c'est bien de réinventer ce que ça veut dire d'être une femme qui a du succès, d'être une femme souveraine. Et une femme souveraine, c'est une femme qui décide. C'est une femme qui… Pardon, je termine. Non, vas-y, je t'en prie, vas-y. C'est une femme qui ne délègue pas les décisions financières, que ce soit dans son entreprise ou dans sa vie. Est-ce qu'au vu de ce que vous venez d'entendre, alors là, je partage quand même les résultats du sondage. On avait… comment vous percevez-vous aujourd'hui? 31% auto-entrepreneurs, 44% chefs d'entreprise en devenir, 24% futurs modèles, rôle modèle à succès. Est-ce qu'au vu de ce que vous venez d'entendre sur le pouvoir, l'impact de l'identité sur le développement, la pérennité de votre entreprise, est-ce que ça vous donnerait envie finalement de changer votre résultat? Est-ce que déjà à ce stade, il y a des prises de conscience qui s'opèrent? N'hésitez pas à réagir dans la conversation. Camille, est-ce que tu aurais une astuce, un conseil de pro à nous partager? Alors, le premier conseil, c'est celui que je vous ai déjà donné. Mettez-vous devant un miroir et dites ça. Je suis une chef d'entreprise qui génère tant de chiffre d'affaires et voyez ce qui se passe. Allez construire cette phrase pour être capable de la dire avec ancrage et confiance dans votre posture. Et le deuxième conseil que j'ai envie de vous donner, c'est de décider. Entraînez-vous à prendre des décisions. La principale compétence à développer quand on est entrepreneuse, c'est notre capacité à prendre des décisions et à ne pas déléguer nos décisions. On peut déléguer des responsabilités. Par exemple, moi, je suis nulle avec les chiffres. Okay, c'est pas mon truc, ça me gonfle, les tableaux Excel, etc. Je ne sais pas faire. Je délègue ça à ma comptable. Elle sait faire. Par contre, quand il y a des décisions à prendre, c'est moi qui les prends parce que c'est moi la chef d'entreprise.
parlant de décision, qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre Actionnel? C'est quoi qui t'a donné l'élan, l'envie de rejoindre Actionnel? Le premier élan, c'était un constat de solitude que j'avais dans mon entreprise, parce que quand on est coach, que moi je coach mes clients derrière un ordinateur toute la journée, j'avais besoin de ce lien, j'avais besoin de connexion, j'avais besoin de pouvoir partager avec des femmes qui vivent la même chose que moi, qui sont dans les mêmes questionnements, les mêmes doutes, et d'aller pouvoir aller déposer ce que j'avais à déposer en étant vulnérable quand j'avais besoin de l'être et en pouvant soutenir les autres aussi. Voilà. C'était ça le besoin de ce lien, de cette connexion entre femmes qui osent, parce que je crois que quand on est entrepreneuse, on a un petit peu tendance à l'oublier, mais on est des pionnières quand même. On est la première génération de femmes qui avons accès à ce niveau-là d'indépendance économique. Et tout ce qu'on fait, c'est nouveau dans l'histoire de l'humanité. Et ça réveille tellement de choses, ça réveille tellement de questions. Et on a besoin d'aller se réapproprier les codes du succès, les codes de l'argent, de ce que ça veut dire d'être une femme qui tient de l'argent dans ses mains et qu'est-ce qu'elle en fait de cet argent, comment elle le gère, comment elle le dépense, comment elle l'investit, comment elle le demande quand elle a besoin d'aller le demander. Tout ça, c'est nouveau. Donc, c'est normal que ça nous travaille sur plein de sujets. J'ai justement une question pour toi. D'où vient ce problème pour dire nos tarifs? J'ai le même souci alors que je ne l'avais pas lorsque j'étais salariée. C'est hyper intéressant et souvent, c'est des couches à aller décortiquer. C'est souvent un rapport à la valeur qu'on crée pour nos clients. Et souvent, on a tendance à mettre notre valeur à nous dans la balance. Et c'est là où ça devient compliqué de dire nos tarifs, parce que si j'ai l'impression que le client il est en train d'acheter une part de moi, comment je le tarifie? Donc, on a un vrai travail à faire en tant qu'entrepreneuse de dissocier la valeur de nos produits ou de nos services. La valeur, elle est définie par celui qui achète, jamais par celui qui vend. Okay, c'est toujours celui qui achète qui décide si ce qu'on lui propose a de la valeur pour lui ou pas. Donc, vraiment d'aller faire ce travail de dissocier ma valeur à moi en tant qu'individu, elle ne rentre pas dans la conversation quand il s'agit d'argent. Le tarif, c'est le résultat que ça va créer pour mon client, la transformation que ça va lui apporter. Le tarif, il est là. Si je change sa vie, je peux tarifier 2 000 €. Merci Camille. J'ai une question pour Hélène. Hélène, quelles sont les conditions pour avoir accès à ces formations? Alors, je suppose… Alors pour avoir accès à ces formations, vos ateliers. Oui, il faut tout simplement nous en faire la demande. Alors, donc, le portail, lui, il est gratuit, mais les formations passent plutôt par des relais, c'est-à-dire les associations comme Actionnel, comme d'autres associations. Donc, dès lors que vous faites partie de l'association, vous pouvez nous demander à jouer et nous, évidemment, ou l'association qui est déjà en possession des jeux mène des ateliers ou nous sollicite, nous, pour venir intervenir au sein de l'association pour les ateliers. Voilà, donc selon les thématiques que vous choisissez, ce qui vous tient à cœur parmi le catalogue qui a été transmis à Actionnel. Vous partagez un webinaire. Je m'entends. Vous recevrez à l'issue de ce webinaire toutes les informations et les prochaines dates justement des ateliers et des formations auxquelles vous pourrez participer. Merci Camille. Et merci Hélène. On va passer à une étape, j'allais dire, plus concrète. On a parlé du mindset. Là maintenant, comment est-ce que je fais pour bien calibrer mon business plan dès le départ? Et j'ai encore une question pour vous dans le sondage. À partir de quand vous voudriez vivre de votre activité? À partir de quand est-ce que vous estimez que vous serez apte à générer une rémunération qui vous permette de vivre de votre activité? Je vous laisse répondre. Et je donnerai la parole juste après à Bertha. J'attends vos résultats.
Alors, pour l'instant, dans les résultats, on a 80% de répondantes qui disent penser pouvoir vivre de leur activité dans les 2 premières années, 8% entre 2 et 3 ans, 14% quand mon CA le permettra, et 1% je ne fais pas ça pour l'argent. On a 53 répondantes. Allez-y, je vous en prie. On se laisse encore 1 minute pour que vous répondiez, que ce soit vraiment représentatif. Alors, on a une majorité de personnes qui répondent pouvoir vivre de leur activité dans les 2 premières années. Bertha, est-ce que tu veux réagir? Alors, je vais être volontairement provocante, mais c'est pour votre bien. Est-ce que la plupart d'entre vous voulez vivre de votre activité, vous pensez vivre de votre activité entre 1 et 2 ans, parce que c'est communément la date à laquelle c'est la fin des aides. Je pense que c'est peut-être lié, donc je pense. Et je suis ravie, parce que ça veut dire que vous avez bien conscience qu'il y a une date limite à laquelle il faut commencer à se payer. Donc d'un côté, je suis ravie de ce résultat. Pour celles qui disent quand mon chiffre d'affaires le permettra, je sais, ça fait peur. Je vais vous donner un conseil qu'on donne rarement, mais il ne faut jamais oublier de se payer en premier. Votre rémunération, le niveau de vie pour lequel vous souhaitez vivre de cette activité n'est pas une option, c'est une obligation. Si vous ne rémunérez pas, en fait, vous allez vous épuiser. Vous avez l'impression de vivre que pour votre business. Des fois, ça déséquilibre aussi le foyer personnel. On ne va pas se le cacher aussi. Et c'est aussi l'impression de donner beaucoup, beaucoup, beaucoup pour finalement, pourquoi, finalement, dans tout ça. Donc, quand mon chiffre d'affaires le permettra, c'est pas du tout, il n'y a pas de mauvaise réponse, on est bien d'accord hein, suite à ce sondage, mais c'était juste pour ramener un petit peu de la valeur, en tout cas, à ce sondage. En fait, souvent chez Actionnel, moi j'adore ce sujet de la rémunération parce que la plupart, et je crois qu'on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est Hélène qui l'a rappelé, hein, la plupart des chefs d'entreprise qu'on voit, elles sont beaucoup dans la micro-entreprise. La micro-entreprise, j'ai adoré Camille tout à l'heure quand tu as dit le micro, le petit, le tout petit. Mais en fait, par contre, la rémunération, elle a une valeur et ça, c'est la vôtre en fait. Donc, en tout cas, ouais, de voir ce sondage-là, je trouve que ça rappelle à quel point le sujet de la rémunération reste quand même clé, en tout cas. Toi, tu te positionnais quand tu as créé ton entreprise? Qu'est-ce que tu te disais à ce moment-là par rapport à la rémunération? Tu avais la même réflexion dès le départ ou est-ce que c'est venu au fur et à mesure? Ouais. Eh bien, quand je me suis lancée, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai voulu fuir quelque chose. Et quand on fuit quelque chose, on ne réfléchit pas à la rémunération comme une donnée indispensable. On se dit juste, là, j'ai envie de vivre de ma passion. Alors moi, contrairement à toi, Camille, j'adore les chiffres, donc je peux en parler toute la journée. Donc pour le coup, c'est plutôt, je voulais vivre de ma passion des chiffres. J'adore les chiffres. Moi, l'essentiel, c'est d'aider mon prochain sur la vulgarisation de la finance. Donc la rémunération, pour rien vous cacher, moi, je me suis dit, j'ai les aides de France Travail qui me permettent de vivre, alors, clairement à un niveau inférieur à ce que j'avais en tant que cadre dans la banque, mais ça me suffisait. Donc, au départ, moi, je ne voyais pas ma rémunération comme quelque chose qui pouvait évoluer. Alors, je pense que, j'espère ne pas casser des sensibilités, mais à l'école, on nous forme pour être salarié. On ne nous apprend absolument pas à être entrepreneur, à prendre des décisions pour nous-mêmes. L'entreprise nous donne un cadre et on respecte ce cadre. Donc, forcément, moi, la rémunération, je ne la voyais même pas assez loin, pour être honnête avec vous. Et moi, ce qui était important pour moi, c'était de ne pas déstabiliser le foyer. J'ai 2 enfants, j'ai un prêt immobilier, donc j'étais très rationnelle sur ce sujet en me disant, si ça me permet de payer mes charges, tout va bien. Mais je n'étais même pas en train de me dire que je peux, donc j'adore ce que tu as dit Camille forcément, hein, c'est de voir mon chiffre d'affaires beaucoup plus haut, beaucoup plus loin, avec un plus haut salaire. Comment moi, Bertha Malafa, je gagnais un salaire plus important que la banque, c'était inenvisageable. Pour être honnête avec vous, je ne le voyais pas du tout comme ça. Donc, en tout cas, moi, quand j'ai démarré, ce n'était pas une priorité pour moi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de donner
toute cette énergie-là sur la rémunération parce que c'est un vrai sujet. Et toi qui accompagnes dans le cadre du parcours création qui est organisé par Actionnet pour accompagner les porteuses de projets, quels sont les freins, les plus grands freins qui sont rencontrés par rapport à l'argent et qu'est-ce que tu conseilles à ces porteuses de projets? Alors, le premier frein que j'entends, c'est « j'aime pas les chiffres, la finance c'est compliqué, je veux pas en entendre parler, il faut que je délègue ». Et la première chose que je leur dis, c'est que je rappelle, d'être chef d'entreprise, c'est décider pour son business et c'est comprendre son business. Donc la finance, je rappelle, c'est quand même, j'adore dire ça, hein, on va faire des additions, des soustractions et par un moment, si on est un peu fou, on va faire des multiplications. Mais pour être honnête, il n'y a pas beaucoup plus que ça. J'ai un chiffre d'affaires, je soustrais, ça me donne un total. Je pense que globalement, il me semble que tout le monde arrive à me suivre là-dessus. Et j'insiste lourdement là-dessus. Et quand on va reparler de ce fameux prix, le fameux tarif, je leur dis il faut que ça soit rationnel pour vous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est quoi les charges de votre entreprise? Qu'est-ce qui vous permet de vivre pour votre business? Ça, c'est indispensable. Vos logiciels, vos assurances, les honoraires comptables, les mutuelles, les prévoyances, se former, c'est important, ça fait partie des charges, les repas, les événements. Et en plus, on rajoute bien sûr l'URSSAF, qu'on n'oublie jamais, bien évidemment, et on rajoute sa rémunération. Et ça, le fait de prendre déjà toutes ces charges de l'entreprise et on divise tout ça par le nombre de jours qu'on peut réellement travailler. Je répète, il y a 365 jours dans l'année, mais vous ne travaillerez pas 365 jours. Donc, le tarif, il doit refléter aussi le nombre de jours que vous pouvez travailler réellement dans l'année. Et je peux vous garantir, souvent, je dis, la finance, c'est ça. C'est juste d'être il faut reprendre ça de manière rationnelle. Comme je sais que certaines vont dire, oui, mais c'est pas moi qui gère les finances à la maison, c'est mon mec et tout. Mais peu importe, en fait, il n'en demeure pas moins que quand vous étiez salarié, vous aviez un salaire et vous dépensiez votre argent avec ce salaire. Et ben, c'est exactement la même chose en entreprise, finalement. La différence, c'est qu'il faut aller chercher le chiffre d'affaires. Ça, c'est un autre sujet. Mais ça, c'est le premier sujet. C'est la finance, c'est trop compliqué pour moi. Et je suis ravie parce qu'à la fin du parcours créa, la plupart, elles me disent qu'elles adorent même un peu les chiffres. Donc, pour moi, c'est une petite victoire à chaque fois. Je vous promets. Deuxième sujet que je vois, c'est la légitimité. Et ça refait écho avec ce qu'a dit Camille tout à l'heure, c'est parler de ses prix. Je ne suis pas légitime à présenter ce prix. Mais franchement, je ne peux pas présenter ce prix. Et moi, souvent, je leur dis, il faut repartir de quelque chose de très rationnel. À qui tu l'offres, ce produit? Qu'est-ce qu'il recherche? Quelle est sa douleur? Quel est le résultat? Qu'est-ce qu'il voulait au départ et qu'est-ce qu'il veut demain? Je sais ce qui est très difficile quand on se lance en tant que chef d'entreprise, c'est d'accepter de ne plus être salarié. Vous n'êtes pas là pour chercher une place dans l'organigramme du client. Vous êtes là pour répondre à un besoin, une douleur qu'il veut assouvir, en tout cas qu'il a besoin de trouver une réponse, une solution, et c'est là qu'est la clé. Il faut désolidariser effectivement vous, la femme d'entreprise qui fait un métier de cœur, qui adore, qui a envie d'aider son prochain, parce qu'on aime bien faire des métiers de service, les femmes, on adore ça, mais il n'en demeure pas moins que c'est la valeur que vous apportez et les résultats que vous apportez. Et c'est ce qu'on insiste beaucoup dans le parcours créa, c'est comment on crée son business plan, c'est pas pour rien, c'est à qui on rentrera dans le détail, mais vraiment repartir quelle est l'offre, à qui je m'adresse. La troisième peur que je vois pas mal, c'est aussi d'augmenter ses prix, parce qu'il me semble dans le sondage, j'ai vu aussi des chefs d'entreprise. Moi, je vois aussi cette problématique de je me suis lancée, j'ai comparé les prix sur Malte, j'ai comparé avec mes concurrents, ils font ce prix-là, donc je fais comme eux. Alors, je t'explique tout de suite, vous n'avez pas les mêmes charges. L'étape 1 de chez toi, ce n'est pas l'étape 100 du deuxième. On n'a pas les mêmes étapes au niveau de l'entrepreneuriat, on n'a pas les mêmes aspirations, on n'a pas les mêmes contraintes. Augmenter ses prix, normal, de toute façon, c'est toujours par rapport à une expertise. Ton point 1, quand tu as commencé, il y a des choses que tu mettais plus de temps et puis tu as gagné en expertise. Et c'est ça que le client y voit. Je vous garantis, je le dis toujours, je sais que les gens ne veulent pas me croire, ça fait plus de 2 ans, j'ai rarement eu une négociation de mes prix. Et pourtant, les prix que je faisais au démarrage, où j'étais le petit prix, et ben finalement, ils ont doublé, triplé, parce que les choses, je me suis sentie plus à l'aise dans ma casquette, j'ai pris entre guillemets le bouclier avec moi en me disant, mais je sais ce que j'apporte au client. Ça, il ne faut jamais se tromper là-dessus. Donc, augmenter ses prix, c'est aussi se faire confiance sur la mission qu'on va faire aussi.
Et surtout, j'adore rappeler un point, c'est quand vous êtes recommandé aussi, parce que vous êtes recommandé avec vos prix, n'oubliez jamais ça aussi, c'est ne pas hésiter à faire dans les devis, c'est ce que je dis aux filles, vous faites vos devis avec votre prix public et n'hésitez pas à proposer des remises en disant « ça, c'est que pour vous, parce que j'avais envie, pour plein de raisons différentes ». Donc ça, c'est important. Et le dernier point que je voulais insister aussi, et ce qu'on voit beaucoup dans le parcours aussi créa, c'est quand on remet à plat les chiffres, bon, souvent il y a la petite surprise de dire « ah ouais, c'est quand même à ce prix-là que je dois le proposer ». Ah bah oui, c'est la vraie vie. Hein. Et là, on a le fameux « mais mes clients n'auront jamais les moyens de me payer ça ». Et ça arrive très souvent qu'on le voit. Alors, il faut savoir que je suis désolée de vous le dire, j'espère pas choquer, vous ne pourrez pas répondre à tout le monde. Vous ne pourrez pas répondre à tout le monde. Ce n'est pas possible. Il faut accepter aussi que vos services ont de la valeur. Ça a de la valeur. Et tout le monde cherche soit le high ticket ou soit un peu, des fois, par moment, on veut faire des métiers de cœur. Mais ça a de la valeur ce que vous faites, en fait. Donc, oui, vous ne pourrez pas accepter tous les clients. Des fois, il y a une clientèle de clients qui ne sont pas prêts à acheter vos produits, parce qu'il y a aussi un prix psychologique, hein, indépendamment du prix qu'on propose. Et aussi, un point important qu'il faut garder en tête, c'est de ne pas hésiter à faire des paliers d'offres. Pourquoi on ne peut pas avoir un prix d'appel pour une offre, entre guillemets, je n'aime pas dire plus petite, mais qui est juste un premier pas dans votre activité, une offre intermédiaire avec une offre un peu plus complète. Alors ça s'adresse à la fois qu'on soit dans le service ou dans les produits. Hein. Ça peut être des offres, des produits de type à l'unité. Plus vous en achetez, plus vous avez un prix différencié ou promotionnel. Et il ne faut pas hésiter aussi à proposer du paiement plusieurs fois, bien évidemment. Mais il ne faut pas… Je sais que souvent, c'est ce qu'on voit dans le parcours créa, entre ce qu'on imagine des clients qu'on va cibler et à la fin du parcours créa, les cibles qu'elles auront, on sait qu'il y a une évolution et qui est normale. Voilà, dans ce que je vois. On a Florentine qui réagit dans le chat et qui dit « c'est compliqué en fonction des domaines de se rémunérer rapidement. Dans mon activité, la plupart des personnes se rémunèrent à partir de 3 ans d'activité. Avant, les charges sont trop importantes. » Et on a Aurélie qui lui répond « le mieux est de provisionner son futur salaire avec les charges dès la création d'entreprise. Et je suis d'accord. Cela donne une vision plus juste des projections sur le plan financier. » Alors, pardon, je suis désolée, le prénom de… Je ne vois pas la personne qui a parlé de ne pas se rémunérer les 3 premières années. Florentine. Florentine, pardon. Alors, dis-toi que ce n'est pas forcément vrai. Il n'y a pas une règle établie que personne… Alors, vous savez que l'histoire des 3 ans, il est lié à quoi? C'est que quand on fait un business plan pour les banques, c'est sur 3 ans. Donc, je pense que dans l'esprit populaire, on a l'impression qu'on peut se rémunérer qu'à partir de 3 ans. Ce n'est absolument pas vrai. Enfin, je répète ça. Et n'oubliez pas que sur l'argent, pour avoir fait 15 ans de banque, personne ne vous dira exactement ce qui concerne son propre argent. Bon, ça, c'est une petite parenthèse d'ailleurs. Mais en tout cas, 3 ans, ce n'est pas une règle établie. Première chose, je vous ai dit tout à l'heure, quand vous allez fixer vos tarifs, vous devez intégrer votre salaire. Moi, je ne me suis pas payée la première année parce que j'ai eu la chance de bénéficier des aides de France Travail, mais c'est ce qui m'a permis de créer mon matelas de trésorerie au démarrage. Mais ça veut dire que mon prix, il correspondait déjà au salaire que j'avais visé dès le départ. Et souvent, ce que je vois dans les filles du parcours créa, ça nous arrive, on voit qu'elles définissent des tarifs avec leurs charges minimales. Et je sais, comme tout le monde dit, quand je crée ma boîte, je n'ai pas beaucoup de charges. Bon, je maintiens encore que ce n'est pas vrai, mais bon. Je sais que souvent, on voit le minimum, 2-3 logiciels à 10 €, ses comptes bancaires à 10 €, donc ce n'est pas grand-chose. Mais la réalité, c'est que si vous me rajoutez l'URSSAF minimum et un salaire avec, je vous garantis que les prix ne seront pas les mêmes. Et en fait, ce n'est pas parce que vous bénéficiez des aides de France Travail que vous n'avez pas le droit de proposer des prix dès le départ qui reflètent le salaire que vous voulez verser. Je vous garantis, ça fait la différence. Moi, pour l'avoir pratiqué pour moi-même, ça fait qu'au bout de 15 mois, je me suis rémunérée de mon activité. Après, c'est plus parce que c'était une montée en puissance de trouver des clients. Ça, par contre, c'est un temps de latence qui est normal. J'espère avoir répondu au point de Florentine, j'espère. Merci. Au vu de ton expertise, à quel moment tu te dis moi aussi, j'ai besoin d'accompagnement dans ton parcours? Dans mon parcours actuel? Oui, au vu de ton expertise, de tout, tu accompagnes toi-même des porteuses de projets, surtout des chefs d'entreprise à gérer leur business. A priori, sur le papier, tu as déjà tout ce qu'il te faut pour gérer toute seule.
qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu te dis, en fait, moi aussi, je vais avoir besoin d'un accompagnement? Et ça a été quoi ton parcours par rapport à ça? Alors moi, où j'ai eu besoin d'un accompagnement, c'était mon rapport à l'argent. Parce qu'en fait, ma problématique que j'avais, c'est que j'ai eu l'effet inverse à un moment, je n'osais pas augmenter mon salaire. Et j'osais pas me payer en premier. J'ai eu un gros problème là-dessus. Moi, j'attendais de voir ce qu'il y avait sur les comptes pour faire le virement, alors qu'en réalité, les prix étaient fixés là-dessus. Donc, j'ai eu besoin d'accompagnement sur mon rapport à l'argent. J'ai eu besoin d'accompagnement là récemment pour accepter de déléguer. Ce qui est dur, hein, les femmes, hein, on a du mal. La délégation, c'est terrible. Franchement, pour moi, j'ai le syndrome de la bonne élève hein, quand j'ai commencé. Il faut que tout soit parfait. J'avais besoin de faire les choses une par une. Et donc, c'est vrai qu'entre le moment où j'avais commencé mon projet avec le pass créa de BPI, où tout était ficelé, tout organisé, parce que l'outil est quand même très bien fait, on en reparlera juste après. Là, je sentais que j'avais besoin de passer à un autre cap, et c'est là que j'ai demandé à me dire, OK, mais quel est le chiffre d'affaires que j'ai besoin d'atteindre? Mais pour pouvoir sortir ça, il fallait que j'ai moins peur en fait de l'argent sur passer mes 3 années, puisque j'avais déjà atteint mes objectifs aujourd'hui à 3 ans. Donc, j'ai eu vraiment besoin d'accompagnement sur mon rapport à l'argent, la délégation, qui n'est pas évidente pour moi, honnêtement. J'ai dû me faire accompagner là-dessus. Et le troisième point, mais je pense que je ne vous apprends rien, c'est la gestion vie perso, vie pro, qui est un long fleuve tranquille, bien évidemment. Et c'est d'accepter que je ne pourrais pas être parfaite. Je ne le saurais pas. Je ne peux pas être parfaite à la maison, parfaite en chef d'entreprise. On ne peut pas être parfaite de partout. Je vous fais une petite aparté parce que j'adore cette nana. Il y a une chef d'entreprise récemment qui dit nous les femmes, on arrive à un âge, je ne suis pas vieille, hein, mais une petite quarantaine d'années, mais on arrive à un âge où en fait on a à la fois nos jeunes enfants qui vont devenir des adolescents et qui nous prennent du temps. On a à la fois un mari qui a besoin aussi de présence et on a à la fois nos propres parents qu'il faut s'occuper. Et en fait, je pense qu'il faut accepter qu'on ne peut pas être de partout. Et c'est aussi ça que j'ai dû apprendre aussi. C'est chaque chose en son temps. Et chacun sa propre trajectoire et il faut arrêter de se comparer. Ce que vous voyez sur les réseaux sociaux n'est pour certains, des illusions. Moi, j'ai rencontré des gens qui étaient en grande difficulté alors qu'ils donnaient l'impression dans les réseaux que ça se passait très bien. Moi, je me suis éloignée par moments des réseaux sociaux pour ne pas me mettre trop de pression aussi sur là où je voulais aller. C'est important d'avoir vos propres convictions, vos propres objectifs, même si ils sont sur 3 mois, même sur 6 mois, mais faites-le avec vous-même hein, et personne d'autre. Sincèrement, je sais que ça fait un peu, mais je vous jure que ça change la vie. Je vous jure que ça change la vie. Et ça me permet de rappeler un point que tu as indiqué. Je rappelle quand même qu'Actionnel, c'est vrai que c'est plus largement fait partie du réseau Cap Créa, hein, qui est porté par BPI. Donc, on est plusieurs partenaires autour de cette table ronde. Et moi, en fait, pour commencer, je l'avais fait avec le Pass Créa. Donc, j'ai complété mon petit dossier Pass Créa. Et c'est là que j'ai trouvé Actionnel, d'ailleurs, hein, qui était référencé. Et ça m'a beaucoup aidé, en tout cas, pour poser, en tout cas, tous ces jalons. Et comme ça, par la suite, ce business plan, qui pour moi, je pourrais vous en parler des heures, pour moi, c'est toujours ma feuille de route, ma boussole permanente, en fait, sur mon business. Merci Bertrand. On a une question. Connaissez-vous les aides qui permettent de faire la transition entre la fin du chômage et le début de rémunération de notre activité? Alors, je suis désolée de le dire gentiment. Il n'y a pas d'aide entre la transition. Quand les aides France Travail se terminent, c'est-à-dire que vous avez épuisé votre enveloppe, hein, c'est une vraie enveloppe en fait, hein, et bienvenue dans la dure réalité de l'entrepreneuriat en France, c'est que vous ne cotisez plus au chômage, parce qu'en tant que chef d'entreprise, quel que soit votre statut, hein, en entreprise individuelle ou en société, on ne cotise plus hein, pour le chômage. Il y a plusieurs choses à prendre en compte. Il faut se rémunérer. Ça, c'est un point capital. Et moi, j'aime beaucoup insister aussi dans le parcours créa sur la prévoyance. Ne sous-estimez pas à quel point la prévoyance est importante si bien sûr vous êtes éligible. Moi, je l'ai pris dès le démarrage. Bon, venant de grands groupes, peut-être j'avais encore le réflexe. Parce que demain, si l'entreprise s'arrête, enfin, si vous êtes en arrêt maladie ou vous avez des problèmes de santé assez importants, la prévoyance va compenser
Donc, il y aura la partie de la sécurité sociale, bien évidemment, mais la prévoyance va compléter pour vous permettre d'avoir un petit matelas tous les mois. Donc, ce n'est pas négligeable, sachez-le. Mais malheureusement, il n'y a rien entre la fin de l'aide de France Travail et au moment où ça se termine. C'est pour ça qu'on insiste lourdement sur le fait de se rémunérer dès le départ, même si les aides de France Travail vous suffisent, mais dans vos tarifs, faites-le dès le départ. Je vous garantis que ce matelas de trésorerie, vous me remercierez demain. Bon, bien évidemment, je trouve que c'est bien de mettre 3 mois de charge fixe de côté, hein, petit à petit, parce que les activités sont un peu cycliques, ça peut arriver. Mais ça, c'est des points qu'on aborde dans le parcours créa, dans le détail. Donc, je suis désolée, je vais essayer de ne pas m'épancher, mais s'il y a des questions, n'hésitez pas. Si tu avais 5 étapes clés à rappeler dans le business plan, ce serait quoi? De manière concise. Alors, très rapidement, parce que je sais que je suis un peu bavarde, désolée. Première chose, c'est pourquoi vous voulez lancer votre business. Ça ne peut pas être l'argent, on est bien d'accord. Pourquoi vous vous êtes lancé? Pourquoi? Parce que je vous garantis que ce pourquoi, il va vous driver, mais tellement longtemps. Gardez-le bien en tête. Le deuxième point, c'est clarifier votre offre et votre positionnement. Ça doit répondre à 3 questions. À qui je m'adresse? Pour quelle douleur et quels moyens? À qui je m'adresse? Pour quelle douleur, quel besoin, à quels moyens? Le troisième point, c'est votre stratégie commerciale et de communication. Spoiler alerte, merci de ne pas aller sur TikTok, Instagram, LinkedIn et Facebook à la fois. C'est pas possible. Un à la fois. Stratégie commerciale, comment je détecte des prospects, comment je les signe, comment je les fidélise. La fidélité, c'est hyper important. Ne sous-estimez pas ce point. Le quatrième point, c'est sa structure juridique. Non, on ne va pas à la micro-entreprise parce que c'est plus facile. On choisit la micro-entreprise parce qu'on a décidé de choisir la micro-entreprise. S'il vous plaît. Ne faites pas des choix de structure juridique en fonction de ce que les gens vous disent. Faites en fonction de ce que vous avez besoin. Et bien évidemment, c'est des évolutions. La structure juridique peut évoluer de manière permanente. Voyez votre business sur le long terme. Ne le voyez jamais sur du court terme. Et dans le dernier point, bien sûr, c'est le prévisionnel. Comment j'atteins mon chiffre d'affaires? Quelles sont mes charges? Et combien? Donc, c'est ce fameux seuil de rentabilité. C'est quel est le chiffre d'affaires minimum que je dois faire par mois? Si vous arrivez avec tout ça, franchement, vous êtes royal au bar. Et vous refaites le même exercice tous les ans, une fois par an, où vous en êtes. Je vous garantis, ça aide énormément. J'espère que je suis allée straight to the point. C'est bon? Super, parfait. J'espère. Merci Bertha, merci. Donc maintenant, vous avez les éléments clés du business plan. Je vais donner la parole à nos partenaires qui peuvent vous soutenir financièrement dès la création de votre entreprise. Et je vais commencer par donner la parole à David Verfailly de la Fédération bancaire française. Bonjour, rebonjour David. Est-ce que tu peux nous resituer qui est la Fédération bancaire française? Bonjour Asia. La Fédération bancaire française, c'est assez simple, c'est l'organisme qui représente toutes les banques qui exercent en France. Donc, nous avons 320 adhérents que vous connaissez tous, plus ou moins, au travers des différents réseaux qui sont partout en France et qui financent, apportent des services au quotidien pour l'ensemble des Français, qu'ils soient des particuliers ou des entreprises. Donc, c'est assez simple. Et notre rôle est à la fois un rôle d'information, de contribution à l'éducation financière aussi, au travers de partenariats comme celui qu'on a depuis de nombreuses années maintenant avec Actionnel, et on est très fiers de ce partenariat. Je vous en remercie. Et d'ailleurs, via la Fédération bancaire française, à titre personnel, David, tu t'investis beaucoup à nos côtés, notamment via le challenge ambitionnel. Qu'est-ce qui, selon toi, fait la différence entre un projet qui réussit et un projet qui stagne ou qui n'avance pas? Ou même qui... Alors déjà, une première chose que je voudrais préciser, c'est qu'il y a une bonne nouvelle. Parce que de nombreuses études, que ce soit celle de la Banque de France, qui a pris la parole au tout début, ou celle que nous, on fait au titre de la Fédération bancaire française, on ne mesure pas de différence dans l'accès au crédit des femmes et des hommes entrepreneurs, mais une différence dans la demande. Donc, ce qui est important, c'est de ne pas se mettre de frein. Et vous m'entendrez souvent, je pense que c'est vraiment un point important de mindset. On n'est pas habitué à avoir le banquier là-dessus. Mais c'est un point important de mindset. La première chose qui va faire la réussite de votre projet, c'est oser.
Si vous n'osez pas, bien vous ne réussirez pas. C'est le fameux 100% des gagnants au loto ont tenté leur chance. Pour ma part, je n'ai jamais gagné au loto, je n'ai jamais tenté ma chance. Donc, je ne peux pas dire, mais ce qui est vraiment important, c'est d'oser. Être entrepreneur et entrepreneureux, c'est dans notre ADN, c'est oser. Oser monter son projet, oser créer, oser voir des clients, oser vendre son produit, oser remonter ses tarifs si c'est nécessaire, et puis oser convaincre des partenaires financiers. Et là, la grande question, ça va être qu'est-ce que je mets et qu'est-ce que j'ai comme carte autour de moi pour que mon projet réussisse. Évidemment, vous ne pouvez pas être sûr à 100% que votre projet va réussir, mais votre force et la force que vous allez mettre dans le business plan, et je reprends et je concours complètement à ce que dit Bertha, à la différence près d'une chose, c'est que le business plan, ça ne fait que mettre en chiffres un tas de qualités, un tas de questions que vous vous êtes posées. Et donc, vous allez apporter des réponses pour vous d'abord. Je pense que Assia va être fatiguée si je lui redonne mon image habituelle, mais je le refais. Allez, juste pour le plaisir. Elle est juste. Je ne sais pas si vous aimez sauter d'un plongeoir de 10 mètres sans savoir s'il y a de l'eau et s'il y a une piscine en bas. Moi, je n'aime pas du tout. J'ai une aversion à ce risque. Et finalement, dans le business plan, c'est la première question que vous devez vous poser, c'est est-ce que mon business plan répond bien aux questions que moi-même, je me pose sur mon projet. Moi, en tant que futur chef d'entreprise, est-ce que ça répond bien aux questions? Et là, moi, je voudrais mettre quelques questions clés auxquelles répond le business plan et qui vont être les gages de réussite. Le premier, c'est quoi mon entreprise et quel talent en tant que dirigeant je vais apporter à ce projet. Ça, c'est la première réponse clé. C'est qui je suis dans le projet et qu'est-ce que fait mon entreprise. Deuxième sujet, ça va être quel est mon produit, quelle est ma prestation. Et on est complètement concordant avec la présidente d'Actionnel, puisque la question qui vient tout de suite derrière, c'est à qui je vais vendre, comment je vais le vendre, combien et comment je vais aller chercher mes clients. Parce que c'est ça qui est fondamental. Ce n'est pas les aides, c'est pas etc. Ça, c'est juste des points qui vont faire que votre projet va être à un moment plus mince et il va pouvoir atteindre la taille critique. Mais ce qui est important, c'est d'abord de vendre. Votre perspective, elle doit être complètement tournée vers le client. Et puis, pour réaliser tout cela, vous allez avoir des besoins de financement. Alors, vous allez devoir financer des investissements. Vous allez devoir financer de la trésorerie. Il va falloir se poser la question du pourquoi je dois financer, donc d'où provient mon besoin de trésorerie, mon investissement, ça sert à quoi et qu'est-ce que ça va apporter à l'entreprise, et puis combien sur quelle durée et comment je vais aller chercher tout cela. Si vous répondez à tout cela au travers du business plan et que vous êtes en accord et que vous comprenez, vous maîtrisez tout, ça n'empêche pas de se faire accompagner, vous avez de bonnes chances de réussite. Ça n'empêche pas de se faire accompagner et c'est important de jamais rester seul. Jamais rester seul pour d'abord avoir toutes les aides autour de soi. Deuxième chose, être challengé, parce que ça c'est fondamental. Je pense que c'est aussi dans le coaching qu'évoquait Camille, qui est hyper important, c'est qu'on puisse vous poser des questions et que ça vous aide à faire progresser votre projet. Et ça, c'est vraiment fondamental. Faites autour de vous un réseau de partenaires. Actionnel, je crois que c'est sa base et son ADN, c'est avoir ce réseau de personnes qui ont une expérience, de femmes qui ont cette expérience d'entrepreneur et qui peuvent vous la transmettre. Et elles ont toute l'expérience qui peut être souhaité et c'est vraiment important pour faire en sorte que le projet atteigne la meilleure part de réussite. Merci David. Donc là, moi, j'ose franchir le premier pas. Je travaille sur mon business plan. À quel moment je vais toquer à la porte de mon banquier? Alors d'abord, le banquier, ça va être votre partenaire financier clé. En général, un banquier, par rapport au TPE-PME, c'est 70 à 80%
du financement externe, hein. C'est à peu près ce qu'apporte le banquier. Alors, je dirais, il faut trouver le bon moment, le bon créneau. Évidemment, si je rêve d'une idée de création d'entreprise pendant la nuit et que le lendemain matin, je prends rendez-vous avec mon banquier, avec mon conseiller particulier pour lui présenter mon idée, mais que je n'ai pas écrit le début d'une approche de quelques lignes du business plan que je citais tout à l'heure, c'est peut-être pas le bon moment, c'est peut-être pas sûr que ce soit opportun. C'est pas non plus à la fin qu'il faut aller le voir quand tout est bouclé et puis qu'il faut lui dire bon ben juste si vous me dites pas oui, ben c'est une entreprise de moins parce que ça va pas le faire. L'idée c'est aussi avec son banquier de construire le projet, de pouvoir le challenger parce que lui aussi a une expérience au travers des entreprises qu'il accompagne. Où il va pouvoir vous dire, mais attention, là, peut-être mettez l'accent là-dessus. Là, les charges sont sous-dimensionnées. J'entendais Bertha dire tout à l'heure, énoncer un certain nombre de charges que peut avoir une entreprise pour se monter. Il y a une charge qu'on oublie. Et moi, j'en ai eu l'amère expérience quand j'accompagnais des créateurs d'entreprises, qui étaient dans la restauration, qui avaient juste oublié une charge et une ligne de charge, l'électricité. Ils avaient oublié la ligne de charge énergie. Ça paraît, passez-moi l'expression, con, mais personne n'avait relevé ça. Résultat des courses, 3 mois après avoir ouvert, ils me téléphonent, ils me disent, là on est mal, on vient de recevoir la facture, mais elle est hyper élevée, on n'arrivera jamais à passer le cap. J'aurais dit, déjà contactez votre fournisseur d'énergie et négocier avec lui, etc. Mais ça montre que vraiment se faire challenger, se faire accompagner, c'est fondamental. Alors, il y a plein de réseaux. Vous en avez plusieurs qui sont autour de la table. L'ADI, Réseau Initiative, il y a aussi France Active qui accompagne et toutes les banques travaillent en partenariat avec au moins l'un d'entre eux. Je suis sûr que j'interroge mes collègues qui sont autour de la table, je les vois acquiescer. Ils ont forcément une ou plusieurs banques autour de table avec lesquelles ils travaillent. Donc, du coup, ça va aussi vous faciliter les choses. Alors, qu'est-ce que va regarder le banquier pour vous accorder un crédit? Le banquier il va regarder d'abord une demande de crédit qui vient d'une femme entrepreneur et une demande de crédit qui vient d'un homme entrepreneur avec le même œil, le même regard. Pour lui, la base, elle reste la base. C'est est-ce que l'entreprise dégage de l'argent pour assurer le remboursement du crédit? Oui, non. Si le business plan il répond non à cela, que ce soit un homme ou une femme, il y a peu de chances que le crédit soit accordé. Si la réponse est oui, là, il y a beaucoup de chances. Et puis le banquier, il est là pour faire du crédit, c'est son métier de base. Donc ensuite, il y a tout l'habillage qu'on va faire avec des garanties, avec des prêts d'honneur pour faire en sorte que le crédit soit le meilleur, le plus performant possible. Mais la base, elle reste toujours la même. D'ailleurs, c'est souvent la base de aussi la façon d'accorder un prêt d'honneur ou une garantie. C'est ce qu'on va regarder. C'est est-ce que le risque est bien porté? C'est aussi sur toute la durée du crédit. Et là, j'acquiesce complètement avec ce que disait Bertha. Il faut se mettre dans la perspective du développement, dans la perspective 3-5 ans. C'est quelque chose qui va être apprécié du banquier, c'est pouvoir lui dire qu'est-ce que je vais être dans 5 ans. Alors, de façon réaliste, on ne va pas tous être des Steve Jobs, des Bill Gates ou des Elon Musk. Évidemment, j'ai relevé que des personnages masculins, excusez-moi, des chefs d'entreprise, parce que finalement, dans nos grands porteurs, c'est un peu ce qu'on retrouve, mais il va falloir pouvoir dire à peu près sur 3-5 ans comment on est. Si on crée en micro-entreprise et que ça se développe, on ne pourra pas rester en micro-entreprise parce que de toute façon, le régime simplifié fait qu'à un moment, on va passer dans le statut d'entrepreneur individuel ou vers la société.
mais simplement pouvoir dire comment on va faire cette trajectoire. Et puis la banque, elle va vous accompagner en financement sur au moins 2 dimensions, même 3. Premier, c'est toute la banque au quotidien, tous vos services au quotidien. Assurer la gestion de votre compte, les moyens de paiement, la façon de faire des virements, une carte bancaire, etc. Pour vous en tant qu'entreprise, comme vous l'avez au titre de particulier, avec des moyens de paiement un peu spécialisés, comme par exemple la possibilité de faire un prélèvement vers vos clients, pour être sûr d'être payé. C'est le but du jeu. La deuxième chose, en financement, c'est le besoin de trésorerie. Alors là, c'est assez simple. Vous avez d'un côté les achats dont on parlait, l'énergie et le fournisseur, voire les salariés, les consultants qu'on peut avoir. Et puis de l'autre côté, ce que vos clients vous payent. En général, ça ne vient pas au même moment. Ça a parfois des décalages. C'est ce qu'on appelle le besoin de fonds de roulement qu'il va falloir évaluer dans votre business plan. Mais ça, le banquier va avoir des outils de financement pour pouvoir intervenir et assurer finalement le financement de ce besoin de fonds de roulement. Alors, ça va aller du découvert autorisé, de la facilité de caisse, mais aussi avec des produits. Si vous travaillez avec des entreprises comme vous ou avec la clientèle publique, avec des produits de mobilisation de votre poste client. Ça peut être de la facturage, ça peut être de la mobilisation de créances. Donc, tout ça va pouvoir être mis en place. Le troisième financement clé, ça va être le financement de votre investissement. Vous avez besoin d'ordinateurs, vous avez besoin d'un véhicule, vous avez besoin d'outils de production, de machines, vous avez besoin d'investir dans un local commercial. La banque va faire un crédit moyen long terme qui va vous permettre de faire l'aménagement, d'acheter éventuellement les murs, ou un crédit bail. Crédit bail, c'est assez simple. Vous n'êtes pas propriétaire du bien, mais vous l'avez en location. Et donc, vous payez un loyer chaque mois. Donc, ce qui est important, pour résumer, c'est de faire de son banquier un partenaire, un vrai partenaire, parce que l'offre de financement en France, elle est aujourd'hui concurrentielle, hyper concurrentielle. Elle est diversifiée. Vous avez un nombre de produits qui va permettre de trouver dans la panoplie ce qui va répondre, vous, à votre besoin, normalement, en termes de durée, de montant, etc. Des crédits qui sont abondants en volume. Alors, contrairement à d'autres pays européens, depuis 10 ans, en France, on n'a pas vécu ce qu'on appelle l'arrêt de crédit, le crédit crunch. Vous en entendez parfois parler. D'autres pays l'ont vécu, voisins de la France, c'est de taille comparable. D'un seul coup, quand vous atteignez du moins 10% en crédit, ça fait mal à l'économie, ça fait mal aux entreprises. Ben, nous, en France, on n'a pas ça. Et puis, deux avantages forts aussi en France qu'on a, c'est d'avoir des crédits, y compris aux entreprises et notamment aux plus petites entreprises qui sont des crédits à taux fixe. On n'a pas de taux variable. Donc ça, c'est assez simple à rentrer dans le business plan. Pour Bertha qui adore les chiffres, ben, ça veut dire qu'on a des échéances à rentrer au mois le mois qui permettent de construire assez facilement un prévisionnel. Si les taux varient chaque mois, c'est quand même un petit peu plus compliqué sur du taux indexé. On a de la maturité longue, donc le crédit d'investissement, c'est 5-7 ans. Ça permet de se projeter, ça permet d'amortir aussi les choses. Et puis, dernière chose qui est une vraie force, et moi je voudrais insister sur ce mindset. Pensez en termes de force, pas en termes de frein. On entend tellement parler de frein, de difficultés. Je voudrais un jour qu'on change et qu'on bascule de l'autre côté. Il y a des forces, il y a des perspectives, il y a des opportunités. Et on a une vraie force en France, c'est qu'on a un continuum en termes d'accès au crédit. C'est-à-dire que la banque, elle a le droit de vous refuser un crédit. Vous avez le droit d'aller voir la concurrence. C'est une première chose. Si vous estimez qu'il y a toujours une difficulté, vous pouvez accéder au sein de la banque à un niveau autre, un deuxième niveau qui va regarder avec vous votre demande de crédit et peut-être trouver un accord. Et puis, si ça ne se fait toujours pas, les pouvoirs publics avec les banques ont mis en place ce qui s'appelle la médiation du crédit aux entreprises.
Ça fait maintenant depuis le 2009 qu'on renouvelle un accord de place avec les pouvoirs publics, avec la Banque de France qui gère le dispositif. Et cette médiation du crédit aux entreprises est assez simple. Vous la saisissez au travers d'un portail qui est le portail de la Banque de France. Là, vous rentrez votre dossier de demande de crédit avec un prévisionnel de votre entreprise, la difficulté, le besoin que vous mettez. Et puis, le médiateur du crédit, qui est souvent dans votre département, va regarder avec vos partenaires financiers de proximité, peut-être d'autres partenaires financiers autour, ce qui est possible de faire. Alors, la solution, parfois, ça pourra être de dire, vous aviez exprimé un besoin à 100, et puis peut-être qu'au final, 75, c'est plus raisonnable par rapport à la situation de votre entreprise. Parfois, vous vouliez avoir une seule banque en face de vous, vous allez peut-être vous retrouver avec 2 ou 3 banques qui vont faire le crédit. Mais au final, il y aura des solutions trouvées. Et ce qui est important, c'est de redire qu'il y a une solution trouvée dans 54% des cas. Dans 54% des cas, on trouve une solution finale. Et ça, c'est vraiment fondamental parce que ça a permis d'aider, d'appuyer plus de 500 entreprises l'année dernière. C'est David. Voilà, donc je voudrais vraiment continuer là-dessus. Et puis, vous donner un dernier conseil, c'est d'aller sur le site lesclésdelabanque.com. Je sais qu'Asia va mettre toutes les références derrière. On a notamment un mini-guide qui permet en une dizaine de pages de tout savoir sur l'entrepreneuriat au féminin, qu'on renouvelle régulièrement avec des actualités, avec nos partenaires. Et parce que c'est aussi fondamental de donner cet accès à l'information et puis dernière chose, de pouvoir accéder. Et je voudrais aussi, dans l'élément simplement positif, toujours que je souhaite donner, apporter une illustration à la question sur quand est-ce que je dois me rémunérer, etc. Si mes souvenirs sont bons, Asia, les gagnantes du Challenge Destination Entreprise qui avaient 24 ans l'année dernière se sont rémunérées au bout de 6 mois. Comme quoi, il n'y a pas de règle en la matière. 24 ans, sortie d'école, 6 mois, elles se rémunèrent. Donc, et elles sont 2. Elles se versent 2 salaires. Donc, comme quoi, c'est faisable. Et c'est dans le domaine agricole. Donc, a priori, beaucoup de freins. Merci, David. David, tu as quelques questions. Je vais t'inviter à y répondre dans le chat, s'il te plaît. Et on va passer à Valentin. Valentin, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais repréciser quel est le rôle de BPI? Oui, alors chez BPI, BPI, c'est la banque publique d'investissement. On se présente souvent comme la banque des entrepreneurs. On a plein de métiers chez BPI France qui sont les deux métiers principaux, c'est l'investissement et le financement d'entreprises. On a aussi plein de métiers annexes qui ont l'assurance, le conseil, et qui ont toutes pour objectif l'éclosion et le développement de l'entrepreneuriat en France. Alors, on fait par le biais de plein de choses, par de l'accompagnement, des outils de financement, une offre de cofinancement sur toute la durée de vie des entreprises, mais ça, on va le développer ensuite. Et évidemment, on a un rôle qui est aussi de faire grandir, développer l'écosystème de l'entrepreneuriat français. Et ça, c'est par le biais de beaucoup de partenariats, notamment avec Actionnel, notamment via le collectif CapCréa. Et du coup, voilà, c'est plein de métiers chez BPI France. Et nous, notre mission, c'est vraiment d'être au service des entrepreneurs. Et dans les études qui sont réalisées chez BPI, qu'est-ce qui différencie aujourd'hui les projets qui passent le fameux cap des 3 ans de ceux qui stagnent? Alors, le premier qu'on voit, nous, c'est vraiment l'accompagnement. Si on prend en compte les micro-entreprises, à 3 ans, il y a 50% d'entre elles qui ont survécu. Quand on regarde les entreprises qui ont été accompagnées, en fonction des structures d'accompagnement, on va de 70 à 90% de taux de pérennité à 3 ans. D'ailleurs, le petit clin d'œil à Alexis, puisque 90%, il a été atteint par le réseau Initiative pour les structures qu'ils avaient accompagnées.
Et effectivement, c'est quelque chose que l'on voit pas non seulement du côté des entreprises qui sont en création, mais aussi pour les PME que nous on accompagne chez BPI France, par exemple. Quand on regarde le chiffre des PME qui arrivent à perdurer, qui sont pérennes financièrement à 3 ans, on est à 93% sur les moyennes de marché, et pour celles qui sont accompagnées, même dans la durée, on arrive aux alentours des 97%. C'est vraiment signe de l'importance de l'accompagnement pour avoir des entreprises qui sont plus résilientes, plus performantes sur la durée, et puis surtout qui ont la capacité de mobiliser des financements, puisqu'on va y venir. Mais notre rôle de cofinanceur et le rôle de tous les acteurs autour de la table, c'est aussi de vous permettre d'accéder au financement plus facilement et d'avoir cet effet levier qui vous permet de développer la société, de croître, de faire plus de chiffre d'affaires, d'attaquer des nouveaux marchés. Justement, qu'est-ce qui existe aujourd'hui pour financer un projet, et notamment, est-ce qu'il existe des aides spécifiques pour les femmes, par exemple? Tout à fait. Alors, le panel des solutions est très large. David en a déjà mentionné. À la création d'entreprises, les 3 solutions de financement non dilutives dont on parle le plus, c'est le crédit bancaire. Donc là, c'est un prêt directement aux entreprises qui peut financer les investissements ou la trésorerie. Vous avez évidemment votre apport perso qui va financer une petite partie, mais aussi tout ce qui est prêt d'honneur, qui sont des outils de financement en quasi-fonds propres, donc prêt personnel à taux zéro, sans garantie ni sûreté réelle. Alors, je laisserai Alexis développer, mais dont l'objet, c'est de faire un effet levier pour aller chercher du crédit bancaire et de financer ce que la banque ne peut pas financer. Typiquement, c'est vrai que les banquiers, nous, on est plutôt spécialisés sur les immeubles corporels, incorporels, tout ce qui est tangible. C'est plus facile pour nous de les financer en création d'entreprise. Et du coup, en fait, le prêt d'honneur peut venir compléter ce financement pour aller financer du BFR, pour aller financer du stock, pour aller financer de la trésorerie. Au-delà de ça, sur les prêts bancaires, on a aussi un outil de garantie, des outils de garantie qui existent. Alors, je ne sais pas si tout le monde est familier avec le concept de garantie, mais quand la banque prête à une entreprise, elle ne prête pas à la personne, et du coup, si demain l'entreprise se retrouve en difficulté, la banque, si elle n'a pas pris les bonnes garanties, elle risque de devoir s'asseoir sur l'argent qu'elle a prêté. Et du coup, il mobilise ce qu'on appelle des garanties. Les garanties, il y en a 3 types. Il y a les garanties sur les actifs, ce que possède la société. Ça peut être la marque, ça peut être le fonds de commerce s'il y en a un, ça peut être pas mal de choses. Vous avez les garanties personnelles, c'est ce que nous, particuliers, on connaît comme la caution perso solidaire, ça peut être le nantissement d'un compte, d'une assurance vie, de l'hypothèque sur un bien, enfin voilà, le panel est assez large. Et enfin, il y a les garanties externes. Et dans le panel des garanties externes, en fait, c'est des organismes qui comptent des frais de commission, vont se porter garant sur des lignes de crédit professionnelles pour déjà faciliter l'accès au crédit et puis surtout limiter la caution personnelle, voire l'exclure complètement. Et évidemment, vous facilitez la négociation des différents financements que vous allez mobiliser derrière. Parce qu'évidemment, c'est bien plus facile pour un banquier d'intervenir quand l'argent prêté est garanti, et surtout, évidemment, ça lui permet d'intervenir dans des dimensions un peu plus importantes. Alors, sur les garanties, vous avez un outil qui est hyper intéressant pour les entrepreneurs, qui est la garantie égalité femmes portée par le réseau France Active, qui est une garantie qui peut couvrir jusqu'à 50 000 € d'encours ou 80% du crédit, 2,5% de frais de commission et exclusion totale de toutes les cautions personnelles. Donc, c'est un outil qui est très intéressant en création d'entreprise pour éviter de prendre trop de risques à titre personnel et aller chercher du crédit bancaire. Je peux me permettre, Valentin, juste pour questionner le public, est-ce que certaines d'entre vous ne connaissaient pas ce dispositif? Est-ce que vous pourriez réagir dans le chat? Je te laisse poursuivre, Valentin. Alors effectivement, ça c'est pour la partie non dilutive. Vous avez aussi des aides publiques que vous pouvez mobiliser. Alors ça c'est très sectoriel, ça dépend de votre profil, ça dépend du secteur d'activité, ça dépend de la localisation de l'entreprise. Donc ça, Lise va vous faire parvenir un petit lien qui recense toutes les aides d'entreprise et qui vous permettra aussi d'identifier en fonction de votre profil, en fonction de votre besoin, ce à quoi vous pouvez éventuellement prétendre. Et ensuite, vous avez aussi tout le financement non dilutif. C'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, dilutif, pardon, jusque-là, mais Hélène qui avait très justement partagé le fait que les femmes entrepreneurs arrivent beaucoup plus à mobiliser des financements et qu'on voit une belle croissance sur la répartition des financements obtenus. Côté dilutif, ce n'est pas le cas du tout. En capital risque, les montants levés par des fondatrices, ça représente à peu près 11% du marché. Et quand on avance en série A ou en série B, on tombe même à 0%, parce que les levées au-dessus de 50 millions, il n'y en a pas une seule en France qui a été faite par les fondatrices sur les 3 dernières années.
Évidemment, ça, c'est des leviers que vous pouvez mobiliser. Et ce qu'on constate sur le marché, c'est que c'est aussi dans les intentionnalités qu'il y a assez peu de demandes qui sont faites par les fondatrices pour aller chercher des business angels, pour aller chercher des family office, pour aller solliciter des club deals en création d'entreprise, alors que tout ça, c'est des leviers qui peuvent être très pertinents, puisque au-delà de financement, on l'a dit, ce que l'on recherche, c'est aussi des partenaires. Et puis évidemment, quand on va chercher des financements dilutifs auprès de business angels, par exemple, on cherche assez souvent de l'apport en industrie, peut-être des compétences ou du conseil qui peut nous permettre de développer la société. Donc tout ça, c'est des leviers qui sont évidemment hyper pertinents à mobiliser parce que ça permet d'arriver bien préparé, bien entouré et bien financé. Alors ça, c'est vraiment pour les financements de la création. Il y a tout un continuum de solutions qui existent. Il y a beaucoup de ressources qu'on va vous faire parvenir à la fin du webinaire, si je ne me trompe pas. Et évidemment, vous pouvez les mobiliser au bon moment et surtout quand les besoins existent. On a parlé typiquement du renfort de la trésorerie. Ça, effectivement, c'est quelque chose qui est à faire quand l'entreprise est encore en bon terme avec sa banque, c'est-à-dire que la situation n'est pas encore critique. Donc évidemment, il y a des outils spécifiques à ça, mais ça, c'est une discussion constante que vous devez avoir avec votre banquier et vos financeurs pour vous assurer déjà de la bonne anticipation des besoins et puis surtout, au moment où vous en aurez besoin, d'être en capacité d'actionner les leviers pour aller chercher ces financements-là. Merci Valentin. Est-ce que tu as un dernier conseil à partager? Quelque chose qu'on ne trouve pas sur Google, Valentin. Quelque chose que tu nous partages, toi, avec ton expertise, qu'est-ce qui fait la différence? Prenez le temps de vous concentrer sur l'anticipation du financement. Vous avez des acteurs comme Bertha qui peuvent vous accompagner. Vous avez des tas de structures. J'avais vu des questions dans le chat qui demandaient vers qui je peux m'orienter pour me faire accompagner. Est-ce que je peux me faire accompagner sur la création du dossier? Oui. Il y a des réseaux d'accompagnement dont c'est le métier. Vous avez les chambres consulaires, vous avez l'ordre des experts comptables, vous avez des DAF externalisés qui peuvent vous accompagner. Il y a des tas de gens dont c'est le métier de vous aider à déjà vous familiariser avec ce concept assez particulier qui est la finance d'entreprise et la comptabilité d'entreprise. Et puis surtout, qui vous permettent d'arriver mieux préparé et surtout plus sereine quand vous allez chercher des financements. Donc profitez-en. Merci beaucoup, Valentin. Je vais maintenant donner la parole à Alexis. Alexis, tu représentes Initiative France. Est-ce que tu peux nous resituer, s'il te plaît, le champ d'action d'Initiative? Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Asia. Donc, Initiative France. Donc, nous, on est un réseau associatif, en fait, qui appartient d'ailleurs au grand collectif Cap Créa qui a été mentionné plusieurs fois depuis le début de ce webinaire. Donc nous, notre créneau, c'est l'accompagnement et le financement de l'entrepreneuriat et plus particulièrement, effectivement, le financement. Notre rôle, en fait, principal, c'est vraiment d'aider les entrepreneurs à constituer leurs fonds propres. Donc on a commencé à évoquer là pas mal d'aspects sur les éléments financiers. Et en fait, les fonds propres, c'est super important parce que ça permet d'aller débloquer d'autres types de financement derrière. Donc, notre outil financier principal, donc Valentin l'a mentionné, ça a été également dit par David, c'est le prêt d'honneur. Le prêt d'honneur, qu'est-ce que c'est? C'est un prêt à taux zéro qu'on octroie directement à la personne et non à l'entreprise. Donc, c'est une nuance importante. Nous, on prête à l'entrepreneur pour qu'il puisse renforcer son apport personnel. Et ensuite, cet apport personnel, il sert à faire effet levier sur d'autres types de financement. Juste quelques chiffres. En moyenne, nous, on prête à peu près aux alentours des 10 000 € en prêt d'honneur. Et ce qu'on constate, c'est un effet levier x10, voire plus de temps en temps, sur d'autres types de prêts, et notamment les prêts bancaires. Donc voilà un petit peu, juste quelques chiffres aussi pour nous repositionner. On a plus de 200 associations qui sont partout sur le territoire, donc vous en avez forcément une à 30-45 minutes de chez vous. Ça, c'est super important. Vous allez sur le site d'initiativefrance.fr, vous tapez votre implantation et puis ça va vous ressortir l'association du territoire. Chaque année, on accompagne plus de 25 000 personnes à peu près, donc on finance plus de 25 000 personnes par an, ce qui représente à peu près 170 millions d'euros en prêt d'honneur, voilà, qui vont faire effet levier sur d'autres types de financement, comme je disais. Et donc, on est un réseau généraliste, on finance tout secteur d'activité, tant que c'est une société, on ne finance pas les associations, par exemple.
Et sur tous les projets qu'on finance à l'année, on en a à peu près 44% qui sont portés par au moins une femme. C'est-à-dire qu'il y a au moins une femme dans les associés de l'entreprise. Donc c'est aussi une thématique sur laquelle on essaye de progresser, de tendre un petit peu vers la parité. On n'y est pas encore, donc on sait qu'on a des progrès à faire et c'est pour ça qu'on est ravis aussi de collaborer avec des partenaires tels que Actionnel. Alexis, à quel moment précis on fait appel à vous? Alors, effectivement, bonne question. Alors, l'idée, c'est vraiment de venir voir le réseau Initiative quand on a structuré son projet, quand on l'a un petit peu travaillé, quand le business plan est posé et un minimum maturé, et quand on a identifié en fait un besoin de financement. Et donc là, c'est à ce moment-là qu'on va se diriger vers des acteurs du financement. Donc on peut en parallèle commencer à faire le travail avec le banquier, hein, comme l'a dit David juste avant. L'idée, c'est pas d'aller voir le banquier à la dernière minute en lui demandant de financer. Donc le travail, il peut se faire en parallèle. On peut aller voir le réseau Initiative, le réseau bancaire, essayer de prendre un petit peu des informations d'autres réseaux de financement, hein. Il y a Ladi qui prendra la parole juste après, par exemple. Donc l'idée, c'est vraiment de multiplier aussi les interlocuteurs en fonction des outils qu'on veut mobiliser quand on a identifié des besoins de financement. Et donc c'est à ce moment-là qu'on prend contact avec le réseau Initiative. Donc nous, notre job à ce moment-là, ça va être d'évaluer votre stade d'avancée sur votre projet entrepreneurial, où est-ce que vous en êtes. On va revoir avec vous votre business plan, bien évidemment. On va le finaliser s'il a besoin d'être finalisé, le challenger un peu s'il a besoin d'être challengé. On va vous dire peut-être que vous n'êtes pas assez ambitieux, peut-être que vous êtes trop ambitieuse. Et donc, il y aura un échange qui va se créer avec le chargé d'accompagnement qui va vous accompagner sur votre projet. Et puis ensuite, d'ailleurs, j'en profite sur cette phase d'accompagnement. On a aussi monté un programme donc, qui est dédié aux femmes entrepreneurs qui s'appelle Vie ma vie d'entrepreneuse. Nous, on a féminisé le mot pour que ça s'entende en fait. Et donc, ce programme, c'est un programme de mise en binôme en fait d'une porteuse de projet avec une entrepreneuse qui est déjà elle en activité, dirigeante bien installée, voilà, qui connaît un petit peu les rouages de la création d'entreprise. Et donc l'idée, c'est de partager un peu le quotidien. Donc on fait ça sur une journée. Alors, ensuite le lien forcément reste en fait et nous on n'a même plus besoin d'être là. Et puis ensuite c'est vraiment une relation qui se crée entre la porteuse de projet qui est future dirigeante et l'entrepreneuse. Donc c'est un programme qu'on a lancé en 2021 et qui maintenant est déployé dans pas mal d'associations. On a à peu près une centaine, enfin même presque 200 binômes qui sont créés chaque année sur ce programme-là. Et donc ensuite, une fois qu'on a terminé l'accompagnement donc avec la porteuse de projet ou le porteur de projet, vient l'étape de la décision de financement. Donc chez nous, chez Initiative, vous passez dans ce qu'on appelle un comité d'agrément. Alors c'est un mot qui peut faire un peu peur, mais en fait c'est pas grand-chose. C'est juste que vous passez, vous présentez votre dossier à des personnes qui vont justement avoir une compétence et un regard sur une expertise juridique, financière, territoriales et qui vont pouvoir vous dire voilà, il y a peut-être ça à réajuster sur le projet. Ah non, ça on trouve que c'est vraiment viable, vous avez bien travaillé sur ce projet, sur ce sujet. On voit qu'il n'y a pas de frein qui serait rédhibitoire pour l'octroi d'un prêt. On pense que le projet est viable et donc on est prêt à vous accompagner. Donc là, c'est une relation de confiance puisqu'on vous prête à vous, à la personne. Et donc une fois que vous êtes passé dans ce comité d'agrément, que vous avez eu l'avis favorable pour avoir un prêt d'honneur, viendra ensuite le moment de boucler le tour de table de financement avec les autres partenaires bancaires, puisque je vous l'ai dit, le but du prêt d'honneur, c'est vraiment d'aller chercher un effet levier sur un autre type de financement. C'est très rare qu'on octroie un prêt d'honneur sans qu'il y ait un prêt bancaire derrière. On n'a vraiment pas vocation à se substituer au prêt bancaire, mais plutôt on est là pour le compléter et pour faire effet levier sur ce prêt. Quand une femme est accompagnée par Actionnel pour monter son projet, dans le cadre du parcours créa par exemple, ça change quoi pour vous de le savoir? Quel impact ça peut avoir lors de l'étude du dossier ou du passage en commission? Est-ce que vous le ressentez déjà?
Bien entendu, effectivement, donc l'idée vraiment, c'est, Valentin l'a rappelé, c'est qu'être accompagné, c'est super important pour poser des bases claires sur votre projet. Et donc nous, quand on accueille les porteurs de projets et qu'on voit, qu'il y a, des éléments qui sont déjà bien structurés, bah, forcément ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus simple, pour le chargé d'accompagnant parce que tout le travail a déjà été un petit peu fait. Puisque forcément, nous, dans notre décision d'octroi des prêts, on va rien réinventer, hein. On va regarder, votre parcours, l'adéquation avec votre projet, votre offre, donc le produit que vous proposez ou le service, l'étude de marché, si elle a bien été réalisée, si vous avez rien oublié et cetera. On va bien évidemment regarder aussi votre stratégie globale à long terme, comment est structurée votre entreprise, quel statut vous avez choisi, pourquoi ce statut? Donc et tout ça, c'est bon, bien évidemment le modèle économique. Est-ce que vous allez pouvoir, vous rémunérer, dégager du résultat, réinvestir dans votre entreprise, quelles sont voilà la vision à court, moyen, long terme. Et puis on va regarder aussi quand même votre impact, environnemental, sociétal, social. Et donc tout ça, ça va être autant de critères qui vont guider nos décisions et forcément, si vous avez travaillé tout ça avec un acteur, qui est spécialisé aussi dans la structuration de projet et qui peut vous accompagner sur tous ces éléments, forcément, nous ensuite, on a juste à dire, le projet il est bouclé, on n'a pas grand-chose à rajouter, on vous octroie le financement et puis ça va très vite. Merci Alexis. Je te pose la même question qu'à Valentin. Partage-nous un tips qu'on ne trouvera pas sur, entre toi et moi. Qu'est-ce que tu dirais? Malheureusement, c'est un tips qui je pense, est partagé par bon nombre d'acteurs du financement et ça a déjà été dit, donc c'est quelque chose que vous pourrez quand même trouver sur internet, en fait. Mais c'est maîtriser vos chiffres. C'est maîtriser c'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment, et je vais essayer de le redire d'une manière différente, mais ça a déjà été dit à plusieurs reprises. Heu, le le chiffrage du projet, c'est vraiment, en fait, la traduction de votre entreprise, de manière chiffrée, tout simplement. Mais c'est vraiment ce que vous faites de votre entreprise, mais voilà, retranscrite sous forme chiffrée. Donc l'idée, c'est de démystifier un petit peu ce travail de chiffrage et effectivement, il y a 3 grands documents, financiers qu'il faut quand même maîtriser quand on porte un projet entrepreneurial. C'est d'abord le plan de financement. Donc quels sont les besoins financiers que j'ai à l'heure actuelle, à l'instant T pour, pouvoir lancer mon entreprise. 2, le compte de résultat prévisionnel, donc les charges, les recettes, est-ce que j'ai un résultat à la fin? Sur l'année N, N+1, N+2, voire N+3. Et ça forcément, voilà, c'est super important pour voir si vous pouvez déjà aussi vivre de votre entreprise. Et puis le troisième, on l'a ça a été aussi mentionné encore une fois, la trésorerie. La trésorerie, c'est vraiment la clé pour, dormir sereinement le soir en tant qu'entrepreneur, en fait. Donc effectivement, il y a en résumé, c'est vraiment est-ce que le projet d'entreprise est finançable? Est-ce qu'il est rentable? Et est-ce qu'il est solvable? Voilà, c'est vraiment les 3 grandes questions qu'il faut se poser et nous, en tant que financeurs, c'est un petit peu ce qu'on regarde et ce qu'on travaille avec vous. Merci Alexis. Moi, ce que j'entends à travers tes mots, c'est mesdames, incarnez votre projet jusqu'au bout des ongles, en fait. Parce que ça doit se traduire aussi financièrement parlant. Merci. On va continuer avec Pascal. Pascal, tu es bénévole pour l'ADI. Est-ce que tu peux représenter le rôle de l'ADI, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Bonjour à tous et toutes. Alors, l'ADI, c'est une association, hein, contrairement aux structures bancaires, on ne fonctionne pas tout à fait de la même façon. Et cette association participe au financement des personnes qui souhaitent lancer leur micro-entreprise ou leur entreprise. Et aussi, elle accompagne les personnes sur toute la durée dont ils ont besoin, avec des ateliers, avec des conseils très personnalisés selon les situations, avec
tout ce dont ils peuvent avoir besoin comme type d'accompagnement, que ce soit de l'accompagnement administratif, de l'accompagnement pour la comptabilité, de l'accompagnement au niveau du fait d'être une femme qui lance une entreprise. Ça se traduit par des clubs addis où elles se rencontrent entre elles, où elles peuvent évoquer leurs soucis, où elles peuvent poser des mots sans être jugées, sans regard ni des amis, ni de la famille, ni des gens qui vous connaissent, et où elles peuvent s'échanger beaucoup de conseils entre elles. Donc, c'est vraiment un accompagnement au plus près de ce qu'ils ont besoin, en fait. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'un projet est finançable même quand il n'a pas les codes, on va dire, classiques de la banque? Alors, bon, déjà, il faut savoir que quand ils arrivent à l'ADI, c'est qu'ils n'ont pas trouvé de financement ailleurs. Donc, voilà, ils ont une posture qui est vraiment, comment dirais-je, ils sont en demande, ils sont en attente. Donc, le financement est regardé sous un jour très personnalisé. Tout le monde a des cas différents, mais chaque cas est étudié. Il y a une partie, bien entendu, financière. On regarde les ressources des personnes, on regarde ce qu'ils souhaitent mettre en place, éventuellement quels sont leurs besoins, mais aussi une partie de ressenti des personnes qui font les instructions et qui ont bien l'habitude de poser les questions et de faire une estimation de ce qui pourrait être viable par rapport à l'expérience du terrain. Est-ce que vous observez là, par exemple, sur les 5 dernières années, une évolution des profils ou des projets qui se présentent à vous? Alors, les profils, on a quand même réussi à atteindre un équilibre entre le nombre d'entrepreneurs femmes et le nombre d'entrepreneurs hommes. Et ça, c'est très, très bien. Les femmes sont légèrement plus importantes en nombre en 2025 qu'en 2024. Donc, on progresse un petit peu. Il semble que les barrières finissent par tout doucement être levées et qu'elles osent, en fait. Et cette écoute, je pense qu'on leur apporte tous, tous autour de la table, vous faites de l'accompagnement. Je pense que cette écoute qu'on leur apporte, c'est vraiment ce qui va être l'élément déclencheur pour que soit elles sautent le pas en ayant eu l'idée d'être entrepreneur, mais devenir vraiment un entrepreneur, ça les aide énormément. Pour le reste, c'est vrai que les chiffres ne sont pas très parlants. On n'a pas vraiment de population qui soit plus importante l'une que l'autre. Simplement, il y a des territoires où évidemment la ruralité va être prépondérante, puisque voilà, on se retrouve isolé dans certaines situations. Donc la ruralité, dans certains territoires, va être importante. Dans d'autres territoires, on va plus avoir de gens du voyage. Enfin, voilà, selon les territoires, on a des secteurs qui sont plus prépondérants, mais au niveau national, en fait, c'est très, très équilibré. Alors, au niveau des aides financières que l'ADI peut apporter, il y a les prêts de type classique, avec des taux d'intérêt qui sont fixés, voilà, mais c'est cumulable avec des taux, avec des prêts à taux zéro, des prêts d'honneur, comme on appelle. Donc, on peut faire un cumul entre les deux prêts, ce qui déjà permet de rembourser moins, puisque sur un prêt, il n'y a pas d'intérêt. Et puis, on peut faire bénéficier aussi tous nos prospects des primes qui sont habilitées. L'ADI est habilitée à les proposer. Donc, la prime Piti, entre autres, le porteur de projet emprunte 1 000 €, il bénéficie d'une prime de 1 000 €. Voilà. Ça, ce sont des aides pour les personnes qui sont plus jeunes. Et l'ADI développe aussi depuis quelque temps tout ce qui est volet mobilité. Parce que, bien entendu, lorsqu'on souhaite créer une entreprise et devenir
autonome dans sa gestion de l'entreprise, il est important de pouvoir se déplacer et d'être autonome au quotidien. Donc, le volet mobilité fait partie aussi de la solution pour aider les porteurs ou porteuses de projets à vraiment s'engager et mettre leurs idées en fonctionnement sous forme d'une entreprise et apporter tout leur savoir dans ce qu'ils vont proposer à leurs clients en étant mobile et disponible, bien entendu. Merci, merci beaucoup, Pascal. Merci à tous. Est-ce que vous avez des questions? On peut prendre encore 3 questions sur le chat. Il y avait une question sur les montants moyens des prêts d'honneur. Quel est le montant moyen des prêts d'honneur accordés? Ouais, c'est en moyenne 10 000 €. En tout cas, chez Initiative, on est autour des 10 000 €. Pensez-vous qu'il est normal de ne pas encore identifier de besoin de financement à 5 mois? J'ai répondu à Sia pour cette question. Ouais, je suis en train de répondre aussi à Sia. Ok. Ce qu'il faut regarder, c'est peut-être aussi en termes de développement, en perspective. Peut-être qu'aujourd'hui, à 5 mois, les charges et les recettes s'équilibrent. Et tant mieux, c'est bien hein, pour l'entreprise. Mais en rythme de développement à venir, etc., est-ce qu'il y aura des achats supplémentaires? Est-ce qu'il y aura des prestations à aller chercher en externe qui font augmenter? Est-ce que des clients ne vont pas payer en décalage par rapport à ce qu'ils payent aujourd'hui, peut-être avec un délai très très court? Et dans ces cas-là, peut-être qu'un besoin en fonds de roulement pourra naître et il faudra trouver la jonction de financement pour pouvoir le faire. Nous, on a de toute façon quelques explications, je pense, qui peuvent être utiles à cette entrepreneuse pour pouvoir aller creuser le sujet. Et comme le disait Bertha, je pense que participer au parcours CREA, ça permet aussi de mieux identifier les questions et les réponses. Une dernière question, si on est fiché FICP, y a-t-il possibilité de lever des fonds? Alors là, je peux répondre. Donc, si on est le fichier, la Banque de France gère 2 fichiers, le fichier central des chèques et le fichier central des incidents de crédit. Donc, ce n'est pas la Banque de France qui fiche directement, mais on recueille en fait les fichages des banques et on tient à jour ce fichier. A priori, je pense que ça va être très compliqué puisque c'est un fichier qui est lu et qui est à disposition de tous les banquiers. Donc, si vous avez un incident de crédit à titre personnel, normalement, ça, si vous voulez, théoriquement, quand on a une entreprise, le dirigeant est indépendant et la finance professionnelle est complètement décorrélée de la finance personnelle. Mais on ne peut pas s'empêcher, en tout cas le banquier ne pourra pas s'empêcher de corréler forcément la finance de la dirigeante avec une potentielle demande de prêt pour du pro. Donc en théorie non, mais en pratique oui, c'est compliqué. Par contre, il y a des droits au compte, alors pas pour les crédits, mais il y a effectivement un dispositif de droit au compte professionnel, donc pour aider les personnes qui seraient en interdiction bancaire à quand même ouvrir un compte professionnel. Alors, si je peux me permettre, elle a dit, il arrive que des personnes qui ont un affichage de la Banque de France soient financées malgré tout, selon ce que dit le jugement en fait qui a été émis. Et si vraiment il y a un échéancier qui est bien respecté, etc., et selon les montants et la durée, bien entendu, il y a une possibilité d'étudier une demande de financement. Voilà. Parfait. Merci à tous et à toutes. Mesdames, j'espère que vous repartez avec des clés et surtout avec l'envie de
et l'ambition de voir plus grand, que vous avez aujourd'hui une meilleure connaissance de tous les acteurs qui peuvent vous accompagner. Je pense que le message clé aujourd'hui, c'était ça, finalement. On a la chance quand même en France d'avoir énormément d'acteurs et des acteurs qui se connaissent et qui travaillent main dans la main avec le seul objectif de vous voir créer des entreprises pérennes et rémunératrices. J'aimerais vous demander, avant qu'on se quitte, avec quoi vous repartez de ce webinaire, comment vous repartez. Je vais également vous partager un lien. Je vais vous inviter à répondre à 3 questions. Ça ne vous prendra pas plus d'1 minute, s'il vous plaît. Vous allez également recevoir toutes les informations par mail, toutes les informations relatives à cette matinée avec les contacts, les outils et les dates clés. Je pense notamment à un quiz de Camille. Camille, tu veux en dire un mot? Bien sûr, avec plaisir. C'est un quiz qui vous permet de cerner les forces de votre personnalité financière. En fait, ça se base sur les archétypes de personnalité financière. Et à partir de l'identification de vos archétypes dominants, vous allez pouvoir comprendre quelles sont vos forces et comment vous allez pouvoir capitaliser dessus pour construire votre projet. Et aussi comprendre quels sont vos angles morts, notamment sur toutes les questions de gestion financière, de tarification, voilà, tout ce qui peut se jouer pour vous, tout ce qui peut être un peu plus fragile dans votre personnalité. Et là, vous allez avoir besoin probablement de vous faire accompagner. Comme je disais, par exemple, moi, c'est la gestion. Prendre des décisions, prendre des risques, il n'y a pas de problème. Gérer les chiffres, c'est pas mon truc. Je le sais. Du coup, je construis mon projet en fonction de ça. Okay. J'identifie là où je suis un peu moins performante et je me fais accompagner sur ces sujets-là. On ne peut pas être performante partout et il faut être consciente de ça aussi. Donc, le lien pour aller passer le quiz sera donné par Asia dans le mail. Merci. Consultez bien votre boîte mail parce qu'on vous envoie un kit ultra complet avec des informations très utiles. Vraiment, je vous invite à en prendre conscience. Je vais terminer sur les dates clés. On a une date clé pour Actionnel à vous partager pour vous accompagner pas à pas dans le cadre du montage de votre projet. Actionnel lance sa prochaine édition du parcours Créa qui démarre le 11 mars. Il ne reste plus qu'une place. Donc, si vous êtes intéressé, faites-le nous savoir et vous serez recontacté rapidement. Et pour terminer, je vais vous dire que parce que chez Actionnel, on est convaincu que les actions valent mieux que les mots. En fait, je vais vous proposer de nous rejoindre, mais pour 30 jours. 30 jours. 1 mois pour tester la vibe Actionnel. OK ? Rencontrez nos adhérentes. Venez bénéficier de la communauté. Venez tester notre offre. Ce sera aussi l'occasion de participer au premier atelier signature qu'on inaugure en avril. On lance tout un cycle d'ateliers signature sur justement la gestion financière et tous les sujets qu'on a abordés ce matin. Donc, voilà. 1 mois pour vous faire votre propre avis. Et qu'on se choisisse aussi mutuellement. Donc, pour celles qui sont intéressées, le lien est dans le chat. Enfin, avant de nous quitter, je voulais remercier infiniment tous nos partenaires qui ont été hyper généreux, très authentiques et qui ont joué le jeu jusqu'au bout. Merci pour vos nombreux conseils. Merci d'être restés jusqu'au bout. Bien sûr, je ne le répéterai jamais assez, soyez accompagnés. Soyez accompagnés, ne restez pas seuls. Vous irez tellement plus vite et tellement plus loin en étant entouré. C'est une vraie clé de succès qui a fait ses preuves. Donc, peu importe l'acteur auprès duquel vous vous tournez, allez-y, ça vous fera toujours avancer plus vite et plus loin. Vous retrouverez tous les contacts de nos partenaires dans le mail et je vous souhaite une excellente journée à tous. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Osez.